Épisode numéro 14. Ta-na-na-na. Mais pourquoi le dis plus en anglais? Parce que je connais plus les chiffres jusqu'à là. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros. Le podcast qui me permet de parler avec des inconnus et surtout de prétextes pour raconter ma vie. Ta-na-na-na. Les amis, je suis trop content de vous retrouver. Pour ce podcast chaque semaine, c'est vraiment un vrai plaisir. Ok, c'est vrai que c'est pas chaque semaine du tout et que c'est beaucoup trop long, mais c'est mon rythme, le rythme de la vie. C'est vrai qu'en ce moment je galérais un peu, je glandais pas mal, mais là ça y est, je me remets dans le travail. En fait le travail c'est comme l'eau à la piscine, tu vois, ça paraît froid, ça paraît relou, il faut se plonger dedans et après c'est bon, on est bien. Donc ouais, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Moi, j'ai fait pas mal de sport. J'ai attaqué un petit régime. Je ne vais pas en parler dans cet épisode-là, mais il y a moyen que plus tard, quand j'aurai fait un petit bilan de tout ça, là pour le moment j'ai perdu 4 kilos. Ça se voit? Pas du tout. Voilà, du sport, moins manger, mais j'ai un objectif de 8. Donc voilà, je pense que dans un autre épisode, on fera un petit bilan et tout, ça peut être intéressant, je vous donnerai mes techniques. En ce moment, j'ai un petit tantra qui est la faim et mon ami. Faim, ça veut dire que quand j'ai faim, ça veut dire que c'est positif. J'essaie de changer cette énergie, ce moment relou de quand t'as la dalle en truc positif. J'ai faim, mais tout va bien. J'ai faim, mais je me rapproche de mon objectif. J'ai faim, et après je m'évanouis et je me rapproche de mon objectif. On fait un petit retour de l'invité précédent. J'ai eu beaucoup de bons retours sur l'épisode d'avant. Moi aussi, c'est un épisode que j'ai particulièrement apprécié. On était avec Nabil, policier, le genre de policier qu'on aimerait tous rencontrer, qui est trop cool, qui est trop sympa, qui donne une très bonne image de la police. Il a réponse à tout, ce beau gosse. Et ce qui était trop cool, c'est que je lui ai posé toutes les questions qu'on aurait tous aimé poser à la police. Et pourquoi ils font ça? Et pourquoi là-bas, ils sont méchants? Et pourquoi ils nous arrêtent à des trucs comme ça? Vous avez des quotas, je suis sûr que vous avez des quotas. Et du coup, c'était trop bien parce qu'ils répondaient bien, etc. Et c'était trop intéressant comme échange. Et c'est vraiment pour ce genre d'échange que je fais ce podcast et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, merci pour vos retours. Il y a même sur Twitter des syndicats de police, je crois, qui ont repartagé le podcast en disant « Regardez, enfin un policier qui parle sans langue de bois, qui donne une bonne image de la police et tout. » Voilà, pour vous dire à quel point c'est rare. Quand ça arrive, ils le partagent. Vous avez vu ou pas? Il y a aussi des gars bien. Comme d'hab, on se fait un petit brief où je reviens sur les commentaires de l'épisode précédent. Alors, le commentaire qui a eu le plus de likes, c'est Farid Djemad qui m'a mis sur YouTube. Il est temps d'accueillir notre héros de la semaine. Faux. Cette phrase laisse penser que tu postes un épisode par semaine, MDR. Épisode précédent le 6 février. Les semaines sont vachement longues dans ton monde, MDR 7-7. Voilà. Ben oui, je suis désolé. Et il y a Pascal qui a répondu « Hé hé, c'est le temps réunionnais, ça fait zizir de le revoir. » C'est vrai que je suis un peu à mon rythme, mais j'ai l'impression qu'on est comme des potes, tu vois. On se donne pas de nouvelles, mais quand on se retrouve, on est content, quoi. On est content de se revoir. On a Christelle Espana qui dit « Seb, pour revenir sur ton com où tu dis que tu galères en amour, ne t'inquiète pas, tu es beau comme un cœur, extrêmement drôle et tellement sincère. L'amour ne se cherche pas, il te tombe dessus quand tu t'y attends pas. Ton âme sœur est quelque part et tu sauras le reconnaître quand tu le rencontreras. » Merci Christelle pour ton commentaire, mais je me souviens pas du tout avoir dit que je galérais en amour. Hein. Tout va bien, franchement. Mais c'est trop gentil de m'avoir encouragé comme une mère qui encourage son enfant malade. T'inquiète pas, tu vas y arriver. T'es pas différent des autres. Il y a forcément quelqu'un qui va t'accepter. Hein. On a Ludi163 qui dit « Comme d'habitude, je prends du plaisir à écouter tes podcasts en télétravail. Ça remplace mes collègues qui racontent leur vie au bureau. J'adore ce que tu fais. J'attends qu'une seule chose, c'est que tu viennes nous voir à Clermont-Ferrand. J'espère qu'on fait partie des villes où les gens te connaissent. En tout cas, de mon côté, je saoule tout le monde avec ma question. Tu connais Seb Melia ? C'est adorable, merci beaucoup. Du coup, Ludi, mais j'ai plein de dates de tournée qui vont reprendre là à partir du mois d'octobre et surtout beaucoup en janvier. Et je crois pas que Clermont-Ferrand est dedans. Mais viens à Paris, tu verras, c'est sympa. On a Jamal qui dit « Salut Seb, toujours très sympa ces podcasts. Il en faudrait vraiment beaucoup plus des policiers de ce type pour redorer l'image de la police. Et bravo à vous deux d'avoir abordé certains thèmes sans langue de bois. » Ben j'avoue, s'ils étaient tous comme Nabil. On a VBF16 qui dit « J'ai lu un commentaire franchement désagréable pour toi. Donc je voudrais te donner mon avis également. » Waouh, qu'est-ce que ça va être?
C'est un vrai plaisir d'écouter tes podcasts et de voir ce que tu partages sur les réseaux. Merci pour tout ça. Ah bah ça va, j'ai flippé. Pour ma part, le fait que tu donnes ton avis, c'est justement ce qui me plaît. On ne partage pas forcément les mêmes, mais tu essayes de développer les tiens, c'est cool. Ben ouais, je pense que c'est l'intérêt d'un podcast, c'est on donne son avis et après on débat, on échange et c'est comme ça que l'échange est intéressant quoi. Sinon, tout le monde est du même côté, ben on se branle. Après, ce qui est chiant, c'est quand l'échange, quand il y en a un qui veut convaincre l'autre. Ça, c'est plus relou. On a quoi? Azifati qui dit Nabil m'a grave donné envie de regarder le special de Delirious d'Eddie Murphy. D'accord, le spectacle d'Eddie Murphy Delirious. J'ai vu certains extraits, mais je n'avais pas trouvé le spectacle en entier. Il était sur Netflix à un moment. C'est un de mes préférés, Asie. Je pense que tu vas kiffer. Ensuite, on a Angel qui dit c'est toujours trop mignon la façon dont Seb pose ses. Et pourquoi ceci et pourquoi cela? N'arrête jamais, s'il te plaît. C'est vrai que Nabil, mon gars, laisse tomber. Et pourquoi la police fait ça? Et pourquoi vous avez des grosses armes comme ça? Ça sert à quelque chose ou quoi? On a Mathieu Boyer qui dit merci Seb, je me régale avec tes podcasts que j'écoute sur Spotify. Je suis venu te voir et l'évolution. Je suis juste venu voir l'évolution capillaire. Bientôt la crinière de Lyon. Merci encore. On y arrive, hein, les gars. On y arrive à cette fameuse crinière. Là, vous voyez pas. Attends, j'enlève vite fait le casque. Tadam. Voilà ce que c'est censé donner. Et je me fais brûler sur Instagram tous les jours. Je reçois des messages. Pourquoi tes cheveux sont comme ça? Mais coupe tes cheveux. Je t'aimais bien avant, mais en fait, t'es dégueulasse. Et beaucoup de messages sur les cheveux blancs, comme d'hab. Mais tes cheveux, ils ont trop blanchi, mais c'est grave. Mais fais une couleur, mais fais. Je ne comprends pas. Moi, c'est le cycle de la vie, hein, les gars. J'ai jamais dit que j'étais immortel. Hein. Roulio qui nous dit j'adore Seb quand il parle en chantant, c'est-à-dire toutes les 5 minutes, c'est trop bien. Je sais pas trop de quoi tu parles. Galit qui dit ravi d'avoir enfin pu regarder ce nouvel épisode. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé écouter ton avis sur Drôle d'ailleurs. Je suis curieuse de savoir à qui tu pensais quand tu disais que Bling existait. Ouais, donc on revient sur la série Drôle qui était sur Netflix, une série qui décrit le monde du stand-up. Et pas mal de gens ont aimé. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas trop aimé la série, mais qui a adoré les acteurs, notamment l'acteur principal que je trouvais vraiment rayonnant. Et il s'avère qu'il est venu voir mon spectacle quand j'étais au Trianon au mois de juin. Et du coup, on a pu discuter à la fin et tout. Et le mec est trop, trop cool, trop sympa. Et tu te dis, oh le bâtard, il a tout pour lui. Il joue bien, il fait du rap. Et franchement, son rap, il est cool aussi. Allez voir sur sa chaîne YouTube. Et voilà, c'était vachement intéressant. Il m'a fait une remarque sur la série qui était assez cool. Lui, il a beaucoup aimé. Et il me disait peut-être juste le truc, c'est qu'ils n'auraient pas dû appeler la série Drôle. Parce que ça met la pression en fait. On s'attend à ce que ce soit vraiment drôle. Alors qu'en fait, c'est pas une série vraiment humoristique à proprement parler. C'est plus une série qui dépeint le monde du stand-up et cet univers, quoi. Donc peut-être que le titre met un peu sur une fausse route. On a Pascal qui dit « Salut, content de te revoir. J'aimerais que tu refasses 4 comiques dans le vent, mais à contresens. » Moi, je lis à la place « Salut, ravi de te revoir. Tu peux faire autre chose que ça. Merci. » On a Franck qui dit « Marrant, moi je me dis souvent, ce n'est pas pour la vanne, je le dis vraiment, qu'un policier t'arrête rarement pour te féliciter sur l'excellence de ta conduite. En général, à moins qu'il t'arrive un problème et que tu aies besoin de leur aide, ce qui arrive pas tous les 4 matins pour la plupart des gens, tu n'as que des interactions négatives avec eux, du style amende, contrôle et compagnie. Du coup, forcément, on les aime pas trop. » J'avoue, c'est pas con, Franck. C'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être une mauvaise image de la police globalement. C'est que c'est vrai qu'on a beaucoup d'interactions négatives avec eux. Ils viennent jamais nous annoncer des bonnes nouvelles quand tu les vois. Du coup, j'ai une théorie. Je vous l'ai dit, vous me dites ce que vous en pensez. Mais en gros, je me dis, la police, ils devraient continuer à faire leur travail. Mais en plus, on devrait leur rajouter que c'est eux qui se déplacent chez les gens pour les annoncer quand ils ont gagné, pour leur annoncer quand ils ont gagné au loto. Comme ça, il peut y avoir aussi un truc de, si tu vois la police, peut-être t'as gagné au loto. Tu vois, quand ils arrivent, ils tapent à ta porte pour une perquise. Tout, ouvrez! Et toi, tu es là, tu te dis, oh, est-ce qu'ils sont là pour la drogue ou... Et après, tu te dis, ah, peut-être j'ai gagné. Je peux pas vivre avec ce doute, faut que j'ouvre la porte. Et là, il te plaque au sol. Ah, en fait, j'ai perdu, putain. Je pense que ce sera un bon truc. On a Rim qui dit, travailler en écoutant Samélia, limite, je commence à apprécier mon travail, limite. Goran qui dit, la meilleure description de ce podcast, c'est quand tu redécouvres un billet de 20 balles dans un blouson. Ouais, c'est un peu ça, pas mal. On a PSMB qui dit épisode très cool. On a été te voir en République il y a quelques semaines. 1 kilomètre de queue pour rentrer et même réaction que tous les couples qui rejoignaient. Non, mais t'es sûr que c'est pour Seb Melia? C'est bizarre qu'il y ait autant de monde. Attends, je check quelle salle.
Ah oui, c'est la grande salle. Ok, c'est bizarre quand même. Franchement, vous me respectez pas. Hein. Vous me respectez pas du tout. Vladimir qui dit j'ai une belle anecdote. J'ai une belle à lire sur un mot autre que celui qui est écrit. Ah oui, d'accord. En fait, on avait parlé du fait que des fois, moi, je crois que je dois être un peu dyslexique et il m'arrive très souvent de lire un autre mot à la place. Je vais sûrement passer pour un raciste. Ça commence très mal. Quand j'étais jeune en colonie de vacances, on faisait un jeu où il fallait trouver des questions cachées, un jeu et des questions cachées un peu. Moi, j'ai lu un jeu déjà, je suis mal barré. Un peu partout dans le bâtiment. Et la première question sur laquelle j'étais tombé, c'était donner 5 noms d'arbres. Et j'ai lu donner 5 noms d'arabes. J'ai cherché pendant plus d'une heure des noms d'arabes avant de relire correctement. Il y a eu plusieurs lectures entre-temps. Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que tu as mis 1 heure à trouver 5 noms d'arabes. Mais après, il a mis dans les commentaires qu'il habite en Suisse. Et du coup, il dit chez nous, c'est moins fréquent. J'ai l'impression qu'on parle d'un épisode de météorologie. Non, les tornades et les arabes, c'est très rare ici. On a Jonathan qui nous dit ah, comme toujours, j'attends avec impatience tes podcasts, c'est dingue. Comme à la fin de tes podcasts, j'imagine la suite avec tes invités. Seb Melia. Alors, Nabil, c'était bien. Heureusement qu'on est allé un peu léger autour de la police. Nabil, oui, j'avais peur que tu dises une dinguerie. Bon, allez, on fait semblant qu'on reste en contact. C'est ça marche, à toutes. C'est tellement la réalité. Et on finit avec Dylan qui nous dit Seb, ça fait 5 jours que j'ai la musique de Man on Fire dans la tête à cause de toi. Una palabra. Et le pire, c'est que j'ai pas la mélodie de la chanson originale, mais toi en train de chanter, c'est pas une critique, c'est mon esprit qui est à bout. Sinon, super podcast. Allez, on finit. Je te la remets une dernière fois dans la tête avec ma douce voix. Una palabra, no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que un vento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada. Non, je rigole. Là, vous dites, oh, le bâtard, il continue. Et comme d'hab, on finit avec le hater du jour. Voilà, on va répondre à un commentaire d'une personne qui me déteste. Et cette semaine, c'est Sidious Do qui a mis alors toi, mais sérieux, t'as un podcast de ouf avec tes comiques dans le vent mais à contresens et tu te dis tiens, je vais faire un podcast tout pété avec des inconnus dont tout le monde se fout. Les premiers, avec Douli, Callaghan, franchement, je me disais bien le concept. Mais là, sans rire, on s'en balèque d'écouter des randoms nous raconter leur vie toute moisie, sans rire. Mais fais signe quand tu feras du contenu qui vaut la peine. Non, parce qu'à la base, je t'adore, mais là, non merci. Et il y a un gars qui a répondu, Nonem, qui a mis « On critique beaucoup Internet dans la vraie vie. C'est quand même beaucoup plus rare de rencontrer un con de cette qualité élevé au grain en plein air. » Non, c'est méchant, mais ça me fait rire. Sidious, que dire? Comment te répondre? Déjà, merci pour ton commentaire. Merci de m'exprimer le fait que tu n'aimes pas du tout avec tant de véhémence. Franchement, quand j'ai commencé ce podcast, moi, je kiffe. Hein. Je kiffe parler avec les gens. Je trouve que tout le monde est intéressant et tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Voilà, c'est mon principe. Il n'y a pas une personne qui vaut plus qu'une autre. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce format, j'ai eu plein de commentaires comme toi, de gens qui disaient avec le même argument que toi, ça m'intéresse pas d'écouter la vie de gens qui sont pas connus, ça m'intéresse pas des randoms, on s'en bat les couilles. Du coup, j'ai ralenti ce format. Et là, quand j'ai ralenti, j'ai l'autre partie de la population qui est venue qui m'a dit mais pourquoi t'as ralenti? Moi, j'aime bien, continue, etc. Donc c'est vraiment un podcast qui divise, soit on n'aime pas. Et je trouve cet argument qui revenait souvent, ça m'intéresse pas la vie des gens pas connus. Vachement intéressant et vachement révélateur. Si ça ne t'intéresse pas, s'il n'y a que la vie des gens connus qui t'intéresse, ça veut dire qu'en fait, toi, quand tu écoutes les podcasts de gens connus, tu veux chercher finalement le potin, le détail croustillant, le ragot, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que l'humain ne t'intéresse pas. Tu vois, c'est que la notoriété de la personne qui t'intéresse finalement. Et ben dans ce cas-là, je comprends que ce podcast n'intéresse pas du tout, alors qu'il y a d'autres gens dont moi, qui pense que chaque personne est intéressante en fait. Et je trouve que c'est assez révélateur de certains types de personnes. Voilà, je trouve que franchement, pourquoi la vie d'un humoriste serait plus intéressante qu'un autre? On vaut pas plus que d'autres personnes. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre.
Bon, les amis, on repart sur une bonne vibe et on va accueillir notre héros de la semaine. Elle s'appelle Manureva, 31 ans, de Paris. Salut Manu! Salut! Hello, comment ça va? Ça va plutôt bien. Tu On est penses, là. tu penses qu'on est là? Si, la street. Ouais, Manu! Ouais! Tu penses quoi du mec qui dit que ça n'intéresse pas la vie des gens pas connus? J'étais en pleine réflexion dessus et effectivement, ça veut dire que, enfin, moi, ça m'arrive de lire des biographies de gens connus, mais quand tu lis ces biographies-là ou que tu suis ce genre de personnes, c'est que tu apprends des choses sur leur mode de vie ou sur leurs valeurs. Ouais. Euh, et je suis d'accord avec toi que la personne, en fait, elle veut le potin, elle veut. Pourquoi autant de gens ont suivi le procès Amber Heard de Johnny Depp? C'était pour le potin. C'est vrai qu'il y avait pour le potin. Moi, perso, je l'ai suivi. Je l'ai tellement suivi. C'est vrai, tu l'as suivi comme une série ou pas? Moi, je l'ai suivi Mais de ouf. ouf. Mais je l'ai suivi parce que j'adorais essayer de lire sur le visage. Moi, j'adore faire de la lecture froide, un peu comme un mentaliste, tu vois. Mm. Et j'essaie de lire sur le visage d'Amber Heard, est-ce qu'elle était sincère ou pas dans la Elle était gestuelle. jamais sincère. Elle était jamais sincère. Elle était jamais sincère. Et tu vois qu'elle était jamais parce que même les meufs l'ont lâchée. D'habitude, les meufs, elles se soutiennent mine de rien, tu vois. Mm. Et là, même Bah, les meufs l'ont lâchée. le problème, c'est que du coup, quand on apprend que, je pense sincèrement, en toute objectivité, que les deux sont un petit peu fautifs. Je pense que Johnny Depp est aussi toxique à sa manière et il ne le cache Totalement, pas. Hein. Le gars, totalement. il boit à mort, il se coque à mort, et encore pas que de la coke. À mon avis, il doit y avoir des trucs un peu plus forts. Mais c'est vrai que Amber J'adore Heard, les c'était en avis fait. comme ça de gens qui n'ont aucune info. Non, à mon avis, il y a des trucs plus forts. Mais il le dit lui-même. Ah, il Il le le dit dit, il y a des lui-même. trucs plus forts. Il Je dit, sais pas, je mais prends en de la tout cas, coke. il le dit pour la coke à mort, et il le cache pas. Il l'a jamais caché, Johnny Depp. Mais ce qui m'a choqué chez Amber Heard, c'est la manipulation de l'image, de son comportement. Le plus choquant, c'est quand il se croise avec Johnny Depp, elle s'en bat les couilles. Le lendemain, comme elle fait son témoignage choquant, au moment où il passe devant elle, quand elle a reculé de 3 mètres, je sais pas si tu as vu Non, celui-là. j'ai pas vu. Je En suis à fait, fond dedans. Je vois la scène. Je te suis. en fait je crois que j'ai pas les détails, quelques jours avant, déjà, le procès avait déjà commencé. Donc, ils se sont croisés. Elle le snobait, elle passait devant lui, elle levait les yeux au ciel, enfin, elle s'en foutait de lui, quoi. Elle le Ouais, calculait pas. ouais. Et le jour où elle a fait son fameux témoignage où elle parle de viol et beaucoup de violence, etc., et ben, Johnny Depp va pour sortir à la fin de son témoignage et il doit passer devant elle pour sortir. Elle se tourne, elle le voit et elle fait genre elle a peur et elle recule apeurée. Et là, les Ah. policiers arrivent pour dire à Johnny Depp non, non, vous venez pas près d'elle et tout, genre pour la protéger. Mais c'était que du cinéma parce que la veille, ils se sont croisés, elles s'en foutaient, tu vois. Putain, c'est Et, ouf. ça m'avait choqué, sa manière de manipuler un peu les images, ce genre de choses, ou même ses réactions. Ah là là, mais je vais tellement re-regarder C'était chaud. ce moment. Moi, comme tu dis, je suis totalement d'accord. Je pense que les deux sont toxiques, clairement, à leur Mm. manière. Les deux pour pas. Mais en fait, je pense que là où elle a déconné, c'est que quand vous êtes tous les deux fautifs, quand tu m'as fait du mal et je t'ai fait du mal, eh ben on se sépare et on ferme notre gueule. Tu vois, t'étais pas plus clean que moi, donc ferme ta gueule. Mais elle a été gourmande. Elle a dit, tu sais quoi, je vais Mm. profiter du mouvement MeToo et je vais te poucave et tu vas me donner de l'argent. Elle a été gourmande, alors qu'elle n'était pas clean non plus. Elle a été trop gourmande en fait, tout simplement. Je pense vraiment qu'il lui a fait du mal, mais je pense qu'elle lui en a fait aussi. Donc quand t'es pas clean, tu fermes ta bouche. Et je pense surtout que c'est une personne toxique et elle a été toxique jusqu'au bout. En fait, comme beaucoup de gens, quand ils se séparent, eh ben, il faut qu'ils fassent chier la personne alors que t'es plus avec. Hmm. Et c'est là que tu vois que toute leur énergie passe dedans. Moi, je sais que même quelqu'un qui m'a fait du mal dans ma relation, je me sépare. Bon, ben, ma revanche, en quelque sorte, ou mon énergie, ben, elle va être centrée sur moi, sur ce que je peux accomplir pour le futur. Je Ouais, m'en fous de la personne et de sa vie. Moi, justement, j'ai un détachement. Quand quelqu'un m'a déçu, j'ai un détachement total. J'en ai plus rien à foutre. ouais. Désolée, j'ai dit des mots assez forts. Oh, t'as dit plus rien Je à sais pas si foutre. Eh, tu je dis peux, pas ça dans je mon peux balancer. podcast. Tu dis pas ça, tu dis Je pas peux des mots dire des comme grands ça. mots dans le podcast. Mais tu peux dire Genre, ce que j'ai tu 12 ans. veux. J'en ai plus rien à foutre. Je m'en Plus bats rien les à couilles. foutre. Mais moi, Et les gens toxiques dont je me suis séparé, je coupe les ponts. Et par contre, jamais ils ont essayé de me faire chier après. Y a pas de, ils sont pas revenus essayer de me casser les couilles. Moi, je dis allez, basta, t'es rayé, ciao. Et après, c'est tout. Si, j'ai un alors moi, gars. Attends, ouais. j'ai un gars qui tous les ans il tente un petit coup de fil. Je pense qu'il doit pas avoir de potes
Et du coup, il doit être tout seul, tu vois. Les gens toxiques, franchement, ils se servent toujours des autres et en vrai, ils n'ont pas vraiment de vrais potes. Exactement. Et je pense qu'il doit être solo. Il repense à l'époque où on tapait des bars, à l'époque où on traînait ensemble et tout. Et je pense tous les ans, il tente. Et moi, je réponds ah parce que je sais que c'est que des problèmes. Je vois le numéro affiché, je vois les problèmes. Je réponds pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, ça marche aussi en amitié. C'est-à-dire que après, quand on dit Amber Heard, il y avait des histoires d'argent aussi. Enfin, dans ce milieu-là, c'est encore autre chose, des histoires de réputation et d'argent. Mais dans notre vie à nous, normale, c'est l'équivalent de t'as la personne qui t'a fait chier en soirée et puis elle va parler de mal à tout le monde dans la soirée sur toi, alors qu'au Ouais. final, c'est ce comportement-là toxique là où qui va se retrouver dès qu'elle est en position de force sur toi, bah t'écraser en fait, te rabaisser, t'écraser. Et c'est triste. Et je dis que écraser les gens, c'est nul. Ouais, Ça sert à rien. écraser les gens, c'est pas une bonne C'est chose, mal. d'accord? Retenez bien ça, tous les toxiques. On vous a à l'œil. Manu Ouais, Reva. et les violences conjugales, c'est mal aussi. Voilà, Ok. je vais le dire. Voilà, une bonne chose. On le dit pas assez. Manu Oui. Reva, prénom tahitien, mais Oui, tu es d'origine kanak. oui. Je sais pas, c'est quoi kanak? Kanak, c'est les habitants natifs de la Nouvelle-Calédonie. Ah, c'est pas des gens qui font un peu des bêtises, les vieilles Et kanaks. c'est pas des knackis non plus. C'est pas des knackis, d'accord. Nouvelle-Calédonie, ok. Et tu m'as dit que tu as grandi en Guyane française, Exact. Amérique Ouais, du c'est un Sud. bordel, je sais. C'est compliqué. Mais jusqu'à quel âge t'as été là-bas? De mes 5 ans jusqu'à mes 17 ans, 18 ans, quand je suis partie à Paris, direct. Jusqu'à tes 18 ans. Ah ouais, donc t'as quand même vécu une grande partie de ta vie en Guyane française alors. Une très grande partie de ma vie, ouais. Ça parle français là-bas? Français, créole, comme la Réunion. Mais c'est pas le même créole Voilà, parce que tu m'as dit comme la Réunion, que mais... le créole de la Réunion. Enfin, c'est pas du tout péjoratif, mais ça me fait rire parce que Ouais, alors comme il y a toujours un truc négatif, après c'est pas du tout non, péjoratif. Ça va forcément être c'est pas de la, péjoratif. non, c'est Vas-y. pas de la négation, parce qu'en fait les sonorités me surprennent. C'est pas le même créole que j'ai l'habitude d'entendre. Du coup, ça me fait rigoler. Bah ouais, mais pareil que le Mais créole Guada, martiniquais, etc. ouais, toi non. aussi, quand tu l'entends, ça doit te faire bizarre. Bah je comprends pas en fait. Ah, tu le comprends pas du tout. Non, je comprends vite fait, mais c'est pas du tout le même. Ouais, c'est vrai que il y a quand même des ressemblances, tu vois. Pareil, il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast où il y avait un Réunionnais qui parlait créole réunionnais et Ouais. je comprenais tout, hein. Sérieux? Mais je suis d'accord que c'est très différent. Bah moi je vais écouter un podcast avec des gars de Guyane français où ils parlent le créole de la Guyane française et on va voir si je comprends tout ou pas. On va voir. Je t'ai laissé Ou des perplexe sons. sur cette réflexion. T'as fait qu'est-ce qu'il dit? Parce que je me suis dit, est-ce qu'il me copie? Oui, je te copie. Je suis un troll, évidemment. Non, en fait, en vérité, je vais pas mentir, je parle pas vraiment hyper bien le créole, mais je le comprends bien quand Mais même. t'as vécu jusqu'à tes 18 ans là-bas? Ouais, mais j'ai jamais eu le réflexe de le parler parce que j'ai toujours peur de faire une connerie, tu sais, genre, je sais pas comment dire, mais c'est pas un blocage, mais c'est juste que, voilà, je le Non, mais comprends, ce mais je vais pas le blocage-là, parler spontanément. moi je laisse blocage avec le créole réunionnais. Je le parle pas parce Mm. que bah, franchement ça va pas être naturel, ça va être dégueulasse et ça sert à rien. Même si Aussi, je... on le parle pas dans mon foyer, moi, personnellement. Ma mère, elle connaît des mots et des expressions comme moi, mais on va pas le parler spontanément entre nous, tu vois. C'était surtout avec mes amis à l'école que Mais j'entendais le voilà. créole. Mais quand tu grandis là-bas et tout, c'est marrant que dans ton foyer ils parlent pas. Quand ta famille est de là-bas, tout le monde est de là-bas et tout, c'est ouf. Bah, Ils ont après, fait ma un mère, délit. elle a amené sa propre culture aussi, tu vois. À la base, elle est pas créole, même si elle est tombée Ah oui, amoureuse de la d'accord. Guyane. Ok. Ma mère n'est pas créole, elle est kanak. Elle est arrivée là-bas à quel âge elle? Quand j'avais 5 ans, donc elle avait 31, D'accord, 32 ans. ok. Ok, c'est pas quelqu'un de là-bas. Ok, j'avais capté cette info. J'avais oublié. Bah, en fait, à la base, pour raconter un petit peu, ma mère, on s'est séparés de mon père, je devais avoir 1 an. Et elle n'a pas très bien vécu la rupture. Et elle, ça faisait longtemps qu'elle avait des envies de voyage, mais vraiment profondément ancrées. Et elle voulait vraiment partir de la France, en fait. Et son objectif premier, c'était aller en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et elle y est allée parce que bon, on a une histoire assez particulière qui fait que on n'avait pas trop de liens. Et en fait, ma mère a découvert que ma grand-mère, avant de partir, avait une autre famille qu'elle a, entre guillemets, abandonnée parce qu'elle est partie de la Nouvelle-Calédonie. Elle a laissé ses enfants sur place. Donc, ma mère a découvert qu'elle avait des frères et sœurs sur place et elle a voulu y aller. Et son objectif premier, c'était d'habiter là-bas.
D'accord. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Je pense aussi, nous, on vient d'une tribu. Cette phrase, elle est folle. C'est une tribu. Il n'y a Non, jamais mais personne réel. qui m'a dit ça en français, en plus. Et je Nous, on pense que vient d'une tribu. ce truc-là, ça m'a bercé parce que j'ai un rapport à la spiritualité, aux plantes, que m'a transmis un peu quand même ma grand-mère, d'une certaine manière. Et c'est vrai que ma mère, à la base, voilà, voulait habiter en Nouvelle-Calédonie, mais en fait, je pense que le choc un peu des traditions, parce que en tribu, il y a beaucoup de règles à respecter. C'est-à-dire que tu fais partie de la tribu fait partie de toi, tu donnes et tu reçois. Mais tu peux pas, par exemple, on ne pourrait pas habiter en Nouvelle-Calédonie et ignorer notre famille, en fait. Les règles C'est de pas la possible. tribu. Enfin, C'est quoi le nom ce de ta serait tribu? vraiment. Alors, je ne connais pas le nom de la tribu. Oh. Je sais que le chef de la tribu, c'est le frère de ma mère, le grand frère, donc le premier enfant de ma grand-mère, qui est guérisseur aussi. Il est Et, guérisseur. et moi, je n'y suis jamais allée personnellement, parce que si j'y vais, il faut que je sois plus ou moins accompagnée de ma mère pour qu'on fasse toutes les étapes à respecter pour rencontrer le chef. Mais ma Wow. mère m'a dit que le chef de la tribu, qui est son demi-frère, son grand frère, elle m'a dit que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui avait énormément de connaissances sur plein de choses, en fait. Enfin, c'était quelqu'un de très, très érudit. Et j'ai vraiment hâte d'y aller un jour et de rencontrer ma famille parce que j'y suis jamais allée et c'est vrai qu'un jour ça se fera. Mais Bah ouais, c'est les sûr. moyens, les finances nous manquent pour l'instant, mais on a prévu. C'est prévu. Quand tu dis nous, tu parles de qui, du coup? Toi et ta mère? J'aimerais y aller avec ma mère et ma cousine, donc la fille de la sœur de ma mère. Ok. Bah franchement, ouais, hein, c'est important de savoir d'où on vient et tout, connaître sa famille. Bah oui, surtout que Je te dis c'est ça. mes origines. Je te dis ça, mais moi j'ai de la famille en Sicile, en Italie. Je n'ai jamais Ah ouais? été. Je suis pas du tout proche. Je suis vraiment typiquement le genre de gars qui a de la mi-fa. Même à La Réunion, j'ai de la famille à des endroits et je crois que j'ai jamais été. Mais parce que je suis timide et je n'aime pas aller vers des gens que je connais pas, on n'a pas de lien, mais on est censé Puis avoir c'est un lien. particulier, même là, j'ai une pression parce que, en gros, ma mère m'a fait comprendre, et même ma grand-mère, que si on y va, il y a tellement de choses à respecter que je ne connais pas. Et je pense que c'est peut-être le choc de tous ces trucs-là qui a fait bizarre à ma mère, qui est pas, au final, a grandi en France, tu vois. Et je sais pas si toi, ça te fait ça, mais tu sais, t'as ce sentiment d'être étranger dans son pays d'origine. Bah oui, Et je pense que beaucoup de gens bah c'est la vivent ça, vérité, mais ça fait trop bizarre, quoi. c'est ce que t'es au final. La vérité, c'est ce que t'es, c'est Je qu'un suis pays. métisse, un mélange de couleurs. Manureva, donc ta mère, elle aimait les voyages. D'ailleurs, elle t'a appelé Manureva comme le nom du bateau. J'aime beaucoup ce Alors prénom. non, c'est même pas ma mère, c'est mon père. Je sais pas ce qui s'est C'est passé. ton père qui a choisi? Il n'y a pas Oui, eu il a fait, de ouais, il est grave concertation? beau ce bateau, je vais appeler ma fille comme le bateau. Waouh, il hésitait entre ça ou Ferrari. Et il a dit, vas-y, on part sur un bateau. Et il s'est dit, si c'est un garçon, Manurevo. Manurevo, j'aime beaucoup. Manurevo. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as dit, ma mère, elle était prof de danse. Et maintenant, elle est Ouais, art thérapeute. Et oui. je sais pas du tout ce que c'est prof de danse. Je rigole. Art thérapeute, c'est quoi? Alors moi, je suis très premier degré. Ouais, moi C'est genre, aussi. Moi euh, aussi, de ouf. enseignement de la danse. Enseignement de la danse. C'est quoi art thérapeute? C'est tu soignes avec l'art? Tu soignes les gens avec l'art. Alors, ma mère, elle est sensible beaucoup à la musique et au mouvement et à la danse. Et j'ai souvenir que quand j'étais petite, ma mère, elle s'est aussi beaucoup occupée des enfants handicapés. Elle a fait des colonies et des encadrements, des choses comme ça. Et en fait, elle a mélangé un peu les deux. Et j'ai souvenir qu'elle a commencé par s'occuper d'une petite fille qui voulait danser, mais qui était, il me semble, tétraplégique. Ou en Ouais. tout cas, elle était paralysée de la moitié du corps. Et en fait, le fait de danser à sa mesure, mais c'est-à-dire qu'elle essayait de se mettre debout, elle faisait des mouvements, elle s'exprimait en fait, ça lui faisait du bien. Et ça, je te dis ça, c'était il y a des années, il y a peut-être 15 ans. C'est comme ça qu'est née la tectonique. Exactement. Putain, c'est horrible. Et moi, j'appuie. Non, mais la petite, ça lui faisait beaucoup de bien. Et puis, c'était une manière. Et puis, je pense qu'il y a une sorte d'interdit aussi, genre, t'es handicapé, tu peux pas danser, ou t'es handicapé, tu peux pas faire de sport, etc., ce qui est complètement faux, on le sait aujourd'hui. Et en fait, ma mère, elle fait ça, effectivement, elle soigne Mais attends, avec l'art. elle, qu'elle encourage des gens handicapés à danser, à se libérer, à kiffer leur life. Ok. Maintenant, de là, est-ce qu'on appelle ça soigner? C'est peut-être Alors, pas. Est-ce que c'est pas un grand pas, je veux dire?
Est-ce Je qu'il y a pense est-ce qu'il y que a un des handicapés qui, à la fin, a remarché? Est-ce qu'il y en a un hmm, qui a guéri? Je pense que le mot thérapeute, il est peut-être. alors je comprends ce que tu veux dire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une image biaisée de l'art-thérapie. Pour moi, l'art-thérapie, ce n'est pas une médecine, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'on a remarqué que, par exemple, l'accompagnement avec des soins de médecins, pour soigner certaines maladies, de l'accompagnement de l'art-thérapie, déjà, ça aide au bien-être de la personne et ça l'aide, je pense que ça appuie des soins plus concrets. C'est un accompagnement en plus, mais qui peut faire une grosse différence, je pense, parce que ça joue sur le moral, en fait. Hmm. Oui, c'était prouvé que le moral, c'est vachement important dans la guérison. Bah oui, oui, complètement. Et surtout, l'art-thérapie, il y a de plus en plus d'accompagnement, ne serait-ce que dans des EHPAD, où on pousse les personnes âgées bah, à peindre ou à faire des choses comme ça que de faire des mots croisés, par exemple, ce qui est Ouais. bien aussi, mais voilà. Mais le fait de s'exprimer par l'art, pour moi, c'est hyper important. Je pense que tout le monde, dans sa vie, a besoin d'une expression artistique, mais ça peut être n'importe quoi. Pour moi, la cuisine, ça peut être une forme d'art, Ouais, tu bien vois. sûr. Et je pense que tout le monde a besoin d'au moins un truc à lui, comme ça, dans sa vie, Dans l'art pour se pour développer s'exprimer. personnellement. Et Exactement, mais ouais. paradoxalement à ça, tu m'as dit, je déteste les performances artistiques. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est du bullshit pour moi. C'est du Je bullshit? déteste. C'est-à-dire? Moi, j'ai fait des études artistiques, donc j'ai fait beaucoup d'histoire de l'art et on parle beaucoup des happenings. Et il y a un type d'art qui m'énerve, Ouais. ce genre de conneries là où alors c'était quoi le truc? Tu m'as J'ai mis, scotché une banane au mur. j'allais t'en parler. Déjà, toi, tu m'as Oh mis là les là. artistes qui font caca sur des toiles. Mais je n'ai Alors jamais oui, vu non ça mais de j'en ai ma plein parce vie. que chaque fois je vois un truc comme ça, parce que souvent il y a des gens ils m'en parlent, ils me disent bah toi t'es un peu dans l'art donc tu dois bien aimer. Je fais pardon, je déteste parce qu'en fait c'est comment on appelle ça? De la branlette intellectuelle. Voilà, Ouais, bah, bien c'est sûr. ça que je cherchais comme mot, bah comme dans l'écriture dans plein de trucs. Le coup de la banane, alors, le mec La scotche une banane. banane au mur. Et il a vendu ça Quelle 100 horreur. 000 euros, je crois, non, c'est ça? Il a vendu ça super cher. Et c'est genre, ouais, c'est des artistes subversifs. Ils sont trop rebelles, mais comment ça m'énerve! Putain, mais moi je l'admire, c'est un génie. C'est un génie. Il a Alors, scotché une banane et il l'a vendu 100 000 balles. Mais en fait, c'est le truc, c'est que génial. non, c'est pas un génie. C'est un génie si tu es le De la premier à le com. faire. C'est un génie de Si la tu le fais com. juste après, c'est foutu. Ah, C'est de la merde, c'était tu même pas le vois. premier, le gars? Bah, il faut que tu sois le premier, en tout cas, à faire parler de toi là-dessus. Parce que si tu refais derrière, on va juste dire, bah, t'as copié. Tu vois, alors Mais que c'était peut-être le que c'était premier, je ton crois, à idée. avoir scotché une banane, ce gars-là. Je sais pas, mais il m'a vénère. Mais attends, est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette suite de. Il vend le tableau, il vend un tableau avec une banane scotchée, et après il dit c'est une œuvre éphémère, et il a déscotché la banane, il l'a mangée. T'as pas Alors vu? non, T'as pas vu? je Y a t'explique pas une suite l'histoire. de ça? Ah, dis-moi. Ah, effectivement. Alors, donc, il scotche la banane. En gros, c'est le délire de dire qui. Ça existe depuis hyper longtemps, ce genre de délire. C'est genre pour dire qu'est-ce qui définit une œuvre d'art. Au début, c'était ça la question que se posaient les artistes. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est une œuvre d'art et ça ne l'est pas? Qu'est-ce qui fait qu'un un tag dans la rue, c'est pas une œuvre d'art et un tableau de Léonard de Vinci, c'est une œuvre d'art? Parce que c'est le public, en fait, qui le décide. Et le mec, donc, scotche sa banane et il dit, bah, du coup, moi, j'ai décidé que ça, ce serait une œuvre d'art. Et les gens derrière le suivent. Le public dit, bah oui, c'est de l'art. Ouais, Et ouais. après, genre, le délire, c'est qu'il y a un autre artiste. Donc, après que le gars est vendu, je tiens à préciser. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens. En fait, je pense que ce qui m'énerve dans ce délire-là, c'est le gaspillage de l'argent monstrueux qu'il y a derrière. Ouais. Donc, après l'avoir vendu, un autre artiste a, pour rigoler, déscotché la banane et l'a mangée. Et il y a des gens qui ont écrit des papiers là-dessus, des reporters, c'était genre, mais ça veut dire que là, en fait, c'est énorme parce que l'artiste mange sa propre œuvre, mais c'est incroyable. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Vous allez, en fait, tu sais, c'est genre, on dirait les profs de français Ouais, quand ouais, ils je vois. lisent un passage et qui te disent, mais l'artiste, il a voulu faire ça. Alors que Ouais, peut-être ouais, que ouais. non. Et le gars Peut-être avait qu'il a juste fait ça faim. par instinct. Il a fait ça par instinct et les gens derrière font des spéculations. Voilà, je pense qu'il y a des artistes qui calculent tout, mais il y a des trucs comme ça m'énerve. Et il y en a un horrible, ça va te choquer ce que je vais dire. Je crois que c'était Ouais. à Paris d'ailleurs, il y a quelques années. Alors le délire de la meuf, c'était donc de se mettre en public. Donc forcément, il faut que ce soit fait en public, ce genre de Je sais ce délire. que tu vas Sinon... dire. Je sais ce que tu vas dire. Alors elle s'agenouille, elle met des œufs remplis de peinture dans sa chatte, elle Ah pousse, non, j'étais ça pas sûr que s'écrase t'allais sur dire une ça. toile et elle vend ça cher. Quelle horreur. Ah ok, moi j'avais l'idée de la meuf qui était assise sur une chaise et qui disait vous pouvez visiter mon vagin. Et
Non, mais c'est pas une blague, c'est pas un truc porno. Je vous jure que C'est un peu le même délire. je viens de le C'est un peu décrire le un même peu, délire. un peu chelou. Mais genre, il y a des gens qui font la queue et elle a les jambes écartées. Et je crois que tu peux pas toucher, juste tu t'aimas. Et elle dit voilà, je suis une œuvre d'art, visitez mon vagin. Un truc dans le genre. J'ai vu ça sur Voilà, c'est genre, un c'est trop site. rebelle, c'est trop subversif. Et ça m'énerve parce que bah, c'est. En fait, je vois des gens, des artistes se casser la tête à passer des heures à faire des trucs et ça marche pas parce que bah, ils ont pas le buzz, ils ont pas le truc. Et tu vois ça, c'est de la merde. Mais en plus, en général, c'est pas l'artiste, il est connu pour ça, mais il fait plein d'autres choses à côté. Mais en général, il est connu que pour ça. Mm, mm. C'est encore plus dommage, je trouve. Bah, ce genre d'art, ça m'énerve. Mais finalement, ces gens-là, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des artistes? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus à la recherche du buzz, C'est qu'on ça. parle d'eux, etc. En fait, c'est du happening, ça s'appelle du happening. C'est, en gros, il faut faire le show, tu vois. Et ça existe depuis super longtemps, en fait, ce truc de réflexion autour de l'art. Bah, t'as le carré blanc sur fond blanc. Et ça, C'est quoi le cette carré toile blanc sur vaut. fond blanc? C'est alors, ah, putain, je sais plus quel artiste C'est c'est. juste une Bon, toile blanche en désolé, mais. fait. Ah ouais, c'est ça, en fait, ça s'appelle carré blanc sur fond blanc. Donc, c'est un carré blanc peint sur un carré blanc. Et ça se vend des millions. Ah putain, je vous admire, vous êtes des putains de génies. Il y a des gens, c'est des Et il y a un, génies. mais c'est ça, mais il y a un artiste français. Alors, je crois, non, c'est pas un français. Je crois que c'est un anglais. Et le gars, en fait, son délire, c'est qu'il était fasciné par les cacas, par les excréments. Et il avait créé une machine à digérer qui fabriquait ses propres cacas. Et il vendait donc dans des bocaux des étrons Waouh. chers. Non mais là, ça me dégoûte. Ça, c'est même plus de l'art. On n'est plus dans l'art, on est juste dans une espèce Bah, pour certaines de personnes, c'est de l'art. musée Pour moi, ça ne l'est pas. Tu vois. le musée. Je C'est quoi? fais, C'est Ruby, je sais pas quoi, là, qui vendait l'eau de son bain, en fait, à la copine américaine. ouais, j'avais vu ça. Une petite meuf qui vendait l'eau de son Ben, bain. pour moi, c'est ça, en fait, l'happening de l'art du Après, boutique, c'est ça pour moi. c'était une eau qui était plutôt propre, hein. Moi, j'ai reçu un petit flacon et ça T'as va. commandé. C'est pas vrai. T'as commandé. Non, non, j'ai pas commandé. Ça Avoue. va. Ça Avoue, dis la va. vérité. Ok, j'avoue, un petit flacon voilà, pour être un peu plus proche de Ruby, quoi. Manu Revo, tu m'as donné une info qui était assez Oui. intéressante. Tu m'as dit, je me suis converti à l'islam il y a 3 ans. Euh, Euh, exactement. Tu veux en parler ou bah j'imagine Ouais, que bah oui. moi j'ai aucun problème avec ça. Bah Moi moi non j'ai d'une plus. famille, moi non Je plus. rigole, c'est le gros Ah, raciste. Non, moi non plus, je mais respecte beaucoup toutes ces croyances. Oui. alors tout le monde m'a toujours dit qu'à La Réunion c'était hyper chill sur ce sujet-là, par exemple. Bah La Réunion, c'est vraiment un exemple de multiculturalisme. Je crois que ça, je sais pas si ce mot Mm. existe. Oui. De pluralité, oui, tout le monde est vachement ouvert. Il y a des mosquées partout, des églises partout. Ça, c'est le Et il n'y a principe pas même de de la problème Réunion, et tout quoi. va bien. Ouais, mais Bah c'est le ouais, c'est principe, mais vrai. cette île, elle s'est bâtie sur ça, en fait. Elle s'est bâtie Mm. sur le mélange de toutes les cultures qui sont arrivées de tous les horizons. La nourriture de la Réunion, c'est un mélange de plein de communautés aussi. Donc, elle s'est bâtie sur ce vivre ensemble. Donc, ça se passe bien. Après, il faut dire la vérité, hein, les Réunionnais, si vous nous écoutez, les Réunionnais, ils sont racistes. J'avoue, ils sont un peu racistes d'une seule population. Ok. C'est les Comoriens. Ils détestent les Oh. Comoriens qui, d'après ce que j'ai compris, viennent à La Réunion, ils font naître leur enfant là-bas pour être français, pour toucher de l'argent, et je sais pas trop, ils volent des trucs parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et c'est vrai que ils aiment pas trop les Comoriens. C'est marrant, hein. T'as beau Ok. être un Non exemple de tolérance, et en fait, on a toujours une population qu'on déteste. mais il y a ça partout, tu vois, en Guyane aussi, c'est. Alors, je pense pas qu'au niveau des religions, on retrouve ce truc-là, de réunion, comme à La Réunion. Très beau d'ailleurs, ce que tu as dit. La Guyane, c'est une terre de passage. Il y a énormément de peuples. Tu as les Chinois, tu as les Arabes, tu as les Français, tu as les Créoles, les Africains, les Brésiliens, les Hollandais. On est vraiment hyper mélangés. Mais il y a toujours ce truc un petit peu de racisme, c'est-à-dire que faut pas être trop blanc, mais faut pas être trop noir non plus, tu vois. Ah, c'est intéressant. Faut Et pas être ça se trop blanc, il faut retrouve pas être trop vachement. noir. Et pour C'est en ouf. revenir à la religion, je trouve ça. Enfin, moi, je vais pas mentir, ça n'a pas été facile quand je me suis convertie, parce que bah, déjà, je viens d'une famille qui est à la base catholique Ouais, d'accord, ou donc toi, à la athée. base, t'es catholique. Donc tu t'es Alors, converti pour quel... certains membres de la famille sont catholiques, mais catholiques tranquilles, c'est-à-dire que Attends, mais pourquoi ça n'a pas été facile pour toi de te convertir, en fait? ça n'a pas été facile parce que ben, j'ai senti une grande incompréhension de la part de ma famille Hmm. qui comprenait pas pourquoi.
Et moi, je pars du principe que la religion, c'est l'intime. C'est pas forcément familial, mais c'est intime. En Ouais, fait, c'est soi avec soi-même. je suis d'accord. Euh, quand je prie, ou les habitudes alimentaires que j'ai, ou mes habitudes le matin et le soir, bah, ça me regarde moi avec moi-même, en fait, au final. Ouais. Et et il y a eu une incompréhension de ce côté-là, donc ça a été difficile, mais j'ai pris le temps de. Puis j'ai eu un moment de rejet aussi, parce que j'ai l'impression que personne ne me comprenait. Et du coup, bah, je rejetais tout le monde, et c'est un peu aussi de ma faute. Mais au final, voilà, comme je dis, ça regarde moi avec moi-même. Et, euh, et au final, ça m'a apporté tellement de choses que ça a été un chemin un peu étrange, mais Mais bénéfique. ça a amélioré ma vie. Exactement. Mais c'était quoi là? Qu'est-ce qui t'a motivé à la base à te convertir, à quitter? Déjà, il y a deux trucs. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu étais déçu de ton ancienne religion? Hum, non, pas vraiment. C'est juste que j'allais de temps en temps à l'église et je priais pour moi-même comme j'avais appris, quoi. Mais ça Et exauçait jamais tes vœux. Du coup, t'as dit, je vais aller demander à non, quelqu'un d'autre. non, ça se passait plutôt bien, mais c'est juste que quand j'ai découvert, en fait, euh, un jour, bah, j'ai rencontré des gens avec qui je travaillais qui allaient souvent à la mosquée. Ouais. Et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression qu'ils ont un truc que j'ai pas dans la manière d'être dans la religion, dans se retrouver et partager des choses avec d'autres personnes, ou même eux. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils avaient une sérénité que j'avais pas. Et j'ai lu l'histoire du prophète et je me suis dit, ok, ça me correspond. En fait, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais une manière différente de la pratiquer, de la vivre. Mais Mhm. pour moi, les religions se recoupent énormément. Enfin, Bah, dans le fond, toutes les religions, c'est la même chose. Ça prône la paix, le vivre ensemble et l'amour. Et c'est c'est vrai ça. Mais en que vrai, chacun a sa manière de le prêcher et de l'exécuter. complètement, ouais. Mais c'est surtout que, en vrai, pour moi, je comprends même pas pourquoi les gens se prennent la tête parce qu'on prône les mêmes valeurs. Donc, ça me fait trop bizarre quand les gens se disputent là-dessus. Mais pour mon expérience personnelle, je pense surtout que c'est le fait, je pense que ma famille, ils avaient une version biaisée de l'islam qu'on voit à la télé. Mais c'est vrai que Et je me dis, les gens qui se convertissent comme toi aujourd'hui, là, en 2022, mhm. bah, entre parenthèses, vous êtes les vrais. Parce qu'il y a tellement une mauvaise image de l'islam partout que Ouais, si tu vas, c'est que tu as vraiment lu le truc, tu es vraiment déter. Mais souvent, on dit que les convertis sont des meilleurs croyants que les croyants de base. Il y en a plein qui disent ça. Parce bon, ils en font deux fois plus. Ils lisent bien tout, ils font tous les trucs mieux que les autres. bah, je vais pas mentir, j'ai eu une période assez intense parce que j'avais besoin d'affirmer mon choix. Mais je me suis un petit peu détendue. Au final, je suis comme avant, avec les mêmes croyances, mais une manière différente de voir les choses. Et, et je pense pas que ça fait moi une meilleure croyante. En plus, il y a des gens qui m'ont accusé de faire semblant, de me dire, bah, tu fais ça Mais non. pour te faire remarquer. Ah oui, oui, complètement. Même des gens de la mosquée qui me disaient, bah, toi, tu Même fais des gens de la semblant, en fait. mosquée, Oui, ils te disaient, tu complètement. fais semblant. Ouais, on a vu quand tu pries, tu fermes pas vraiment les yeux. Ferme bien. Ah, c'est Ouais, ouf. puis j'ai eu un délire avec le turban et le voile où j'ai essayé. Ouais. Ça me correspondait pas. Après, ça me plaisait, mais les gens avaient du mal à l'accepter. Et du coup, des fois, je mettais, des fois, j'enlevais, des fois, je mettais, je enlevais. Et Ah c'était ouais. là, en fait, il me disait, tu mets quand tes cheveux, ils sont bien. En fait, il était là, genre, bah non, bah, j'essaye. Et puis, Ah ouais, oui, d'accord, ils ont pas capté ils ont pas kiffé que toi tu choisisses les jours où tu le que mettais je ou tu le mettais teste pas. des choses, tu vois. Ah ouais. En fait, eux ils disent soit Et tu fais tout, mais tu choisis pas ce que tu dois faire, quoi. bah, après, les gens, dans la religion, toutes les religions, je pense, mais peut-être encore plus dans l'islam, ils aiment bien te dire que tu as raison et que faut faire comme ci, faut faire comme ça. Et si tu fais pas bien, bah, tu te fais taper sur les doigts, quoi. Ouais. Moi je suis, Après, voilà, c'est. moi je suis croyant chrétien du coup, et Mhm. j'avoue, je respecte pas grand-chose des règles qu'il faut faire, tu vois. Bon, du coup, mais je me verrais pas changer de religion. C'est con ce que je veux dire, mais je verrais ça comme une trahison vis-à-vis de mon Dieu actuel. Même si je sais que les musulmans, vous allez me dire, on a tous le même Dieu, vous me le dites tout le temps. Mais pour moi, c'est deux pays différents. On est à côté et on a une frontière. Et du coup, ouais, je verrais trop ça. Je me dis, non, ça se fait pas, je peux pas lui faire ça. Tu sais, je vois ça comme un poteau. Non, je peux pas le lâcher et tout. Il m'a trop aidé, il m'a apporté trop de trucs et tout. Je peux pas aller dans une autre religion et tout. Je peux pas. Ah, moi, je pense que ma famille a ressenti ça. Genre, mais pourquoi notre religion te va pas, tu vois? Enfin, pour Ouais, certains membres de ma famille, ça leur a fait. Enfin, je pense, ça leur a fait plus bizarre. C'est pas méchant, mais ça fait plus genre, on connaît pas, quoi. Mais au final, moi, c'est comme si je m'adressais à quelqu'un et j'avais pas le bon langage.
et que d'un coup, j'avais l'impression qu'on parlait le même langage et que là, je pouvais faire mes prières correctement. C'est très bizarre, mais Non, je comprends. ça s'est Je passé comprends. comme ça. Tu te sentais bien, tu te sentais comprise et tu trouvais pas ton compte dans la première version, dans ta première religion. Bah, j'avais l'impression que je m'adressais à Dieu, mais qu'il m'entendait pas. Mais à cause de moi, parce que Et je maintenant, il te m'exprimais pas de la répond. bonne manière. Ben, je dirais pas qu'il me répond, mais J'entends sa voix dans ma tête. Ah Allô? ouais, sympa. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai l'impression que j'ai plus de reconnaissance aussi. Tu vois, par exemple, j'ai plus. Il y a un truc dans l'islam qui est peut-être plus présent que pour. C'est le fait de prier en réunion, tous à la même heure, en même temps que ça crée une énergie particulière. Mhm. Sinon, il y avait la messe Et le dimanche matin à l'église, hein. oui, mais plus personne, enfin, très peu de gens la respectent maintenant. J'ai l'impression que les musulmans, ils respectent plus ça, les horaires. C'est vrai. C'est Et vrai ça que donne l'impression qu'il y a un truc qui se passe, en fait. Je sais pas comment expliquer. Quand tu vas à l'église, tu pries tout seul. Mais Quand toi, tu vas à la tu cherches mosquée, du lien social, la vérité. bah, il y a eu de ça. C'était soit Mais au l'islam, soit le final, badminton. Mais tu pouvais. Tu, tu cherchais des potes, en fait. Tu cherchais une activité. non, pas du tout. Mais c'est juste que je me suis sentie accompagnée dans ma foi. Et après, bah, maintenant, je continue ce chemin plutôt toute seule parce que il y avait un truc. En fait, il y a un truc, c'était en Guyane et il y a un truc qui s'est passé à ce moment-là où j'ai rencontré peut-être les bonnes personnes à la mosquée. Ouais. Parce que maintenant, j'arrive pas à retrouver une mosquée où je suis bien, par exemple. Ah, Là, bon, je bah préfère écoute. prier seule, faire mes trucs toute seule. Et d'ailleurs, mon imam, c'était un réunion. Enfin, c'est un réunion. C'est un réunionnais. Ouais. Et il m'a appris plein de choses. Et il était Bah, super cool. trop bien. Et est-ce que, du coup, tu as senti que le regard des gens, il changeait quand tu dis que tu es Ah oui. musulmane comparé à avant, quand tu dis que tu étais chrétienne? Ben, j'avoue qu'à un moment, je le disais tout le temps, parce que comme je disais, je venais de me convertir et je pense que j'ai cassé un peu les couilles à mes proches avec ça. Genre. Je te dis, c'est tout le temps, tu me fais trop rire. Mais Eh, je vous ils ai pas raconté? oubliaient, parce que Je vous ai pas dit? on faisait une soirée, ils commandaient que des pizzas au jambon. Ils Ah, oubliaient. mais Ils disaient, non! Moi, je on mange a pas! oublié Manu Revo. Je Voilà. suis musulmane, moi, ça y est. Ah, ça y est, les gars, je suis plus dans votre équipe. Mais non. Je vous ai pas dit, je t'ai pas raconté la meilleure. Voilà, mais c'était des trucs comme ça, mais c'était pas de jugement négatif ou des trucs. Si, j'en ai eu, mais ça s'est apaisé parce que au début, je me prenais mal et après, j'ai appris aussi à communiquer avec les gens là-dessus. Parce que j'étais, comme j'ai dit, c'était sur la défensive. Hmm. J'avais l'impression de retrouver dans une période ado chelou, tu sais, genre, mais vous pouvez pas me comprendre, ok, il y a que moi qui peux me comprendre, enfin, dans ce délire-là. Ouais, Au je vois final, il n'y a trop. pas de. Je vois trop. Je vois trop. Arrêtez de me juger de toute ce façon. genre de- C'est entre moi et là-haut. Personne d'autre peut me juger ici. Et comme je suis quelqu'un de têtu, bah voilà. Ok, Manu Revo. Il y a un truc que tu m'as dit qui était aussi vachement intéressant. Je reste un peu sur la spiritualité. Tu m'as dit, je fais des rêves prémonitoires et des projections astrales et je crois aux esprits et aux Oui, énergies. oui, Et je crois à plein de choses. déjà, les rêves prémonitoires, c'est fou. Alors j'en ai fait, je n'en fais plus. Et Mais je pense que c'est un exercice à faire. c'est genre quoi, par exemple, tu voyais quoi? Ça t'a sauvé la vie déjà? Alors non, non, on n'est pas dans un Marvel. J'aurais bien aimé. Mais... Non, mais imagine, je sais Non, pas, la veille, je pense le pas que lendemain, tu devais ma prendre un train sensibilité soit aussi forte, quoi. et au final, t'as vu le train, il s'écrase et t'as dit non, aujourd'hui, je prends pas le train. Alors j'ai des pressentiments comme ça, des fois plus des pressentiments bizarres, mais bon, ça, je pense que tout le monde en a. Je sais pas si toi t'en as, des pressentiments de ce genre-là. Moi, j'ai beaucoup d'intuition et avec mon ex, avant que ça se termine, l'année avant que je sais pas pourquoi, j'arrêtais pas de rêver qu'elle m'abandonnait. Je disais putain, et dans différents pays. Je dis putain, j'ai rêvé que tu m'avais abandonné là. J'ai rêvé que tu m'avais abandonné là. Et j'arrêtais pas de lui dire Ok. putain, j'ai rêvé que tu m'avais abandonné. Et je crois que cette dernière année-là, elle se posait des questions, elle envisageait la fin du truc, tu vois. Et que je pense que inconsciemment, je le ressentais. Et j'arrêtais pas de rêver qu'elle m'abandonnait. Et elle me disait ben non, c'est une grosse mytho. Dans sa tête, elle faisait des grands plans pour m'abandonner vraiment. Non, non, pas du Oh. tout. Mais du coup, ce qui veut dire que toi, quand tu as des intuitions, tu arrives à les écouter, tu arrives à les identifier. Parce que c'est ça le plus dur. Je pense que tout le monde a des genres d'intuitions comme ça. Mais des fois, on se dit, bah, c'est juste une pensée comme ça, On quoi. parle d'intuition ou on parle de rêve? Pour moi, c'est pas Alors, pareil. moi, j'ai un gros truc dans les rêves. Parce que déjà, je rêve énormément. Je fais des rêves très étranges. Où, alors déjà, au niveau prémonition, il y a un rêve qui m'a marqué. Où bah, j'étais jeune, j'avais quoi, 14 15 ans. Et tu sais, c'est à la période des forums et tu commences à discuter avec, te faire un peu des amitiés sur Internet, tu vois. Ouais. Et ben moi, voilà, j'avais pas trop d'amis quand j'étais jeune. Enfin, c'était pas très. J'avais quelques amis, mais voilà, j'étais plutôt souvent seule. Et je commence à parler avec une meuf qui
s'appelle Johanna. Ouais. Johanna, si tu nous écoutes, je sais pas, on sait jamais. Elle est à Paris, donc on s'est jamais revus, mais bon, bref. Et on discutait tout le temps. Genre, on était hyper proches, genre, best friend, très bizarre. Mais en même temps, on s'appelait par téléphone et tout, on discutait, on racontait nos vies, genre vraiment comme deux copines. Et un soir, j'ai rêvé que j'allais la voir et que j'allais dans sa chambre à Paris et que je regardais dans sa chambre. Je disais, ah, sympa ton poster, et puis, ah, sympa comme elle est ta chambre et tout. Voilà. Et donc, je l'appelle le lendemain pour lui raconter, dire, ah, j'ai rêvé que je venais te voir à Paris et tout. Parce que j'étais en Guyane à l'époque, et elle me fait, ah bon, et tout. Et on se raconte. Et en fait, je lui ai décrit, point par point, sa chambre. Ok. Donc là, c'est pas un rêve prémonitoire, c'est plus une espèce de voyage astral, en fait. Oui, et il y a eu d'autres trucs, mais je ne saurais pas les expliquer, en fait. C'était bizarre, c'était confus, et puis ça me faisait peur, en fait, je pense, de certaines manières. Il y avait des rêves où je voyais des trucs qui arrivaient, mais c'était des événements plutôt banals. Et ça m'arrive plus aujourd'hui. C'était plutôt quand j'étais jeune. Donc des situations. Le truc de déjà vu, tu vois, je l'avais rêvé avant. Tu l'avais rêvé avant. Mais tu t'en souvenais pas, et c'est en voyant le truc que tu t'es rappelé que tu l'avais rêvé. Voilà, c'est ça. Mais c'est très, très chelou. Et aussi, il y a un autre type de rêve que je fais qui m'intrigue des fois, environ tous les 6 mois, je fais un rêve comme ça. Je fais un rêve, et déjà, dans le rêve, le temps, c'est pas genre un moment, souvent quand on rêve, ça dure genre des semaines. J'ai carrément une vie ailleurs où je suis une autre personne, et ça dure très longtemps, ça dure des semaines, des mois, des années. Et je me réveille et j'ai l'impression que j'ai vécu une autre vie. D'accord. Je sais même pas quoi dire. C'est trop étrange en fait. Mais je m'en souviens très bien en plus. Il y a une fois, j'ai rêvé que j'étais un homme. J'étais plutôt clair de peau, j'avais les cheveux genre vraiment bouclés et je vivais dans une époque un peu médiévale. Et on était gouverné par un tyran et il fallait que j'aide le peuple et les gens comptaient sur moi. Et du coup, on m'avait demandé de m'infiltrer avec un groupe d'autres soldats. On était tous ensemble et en fait notre objectif c'était de tuer le roi pour qu'il arrête de maltraiter le peuple et on s'était infiltrés dans le château, enfin, ça a duré hyper longtemps. Ce que tu me décris, est-ce que c'est pas juste la définition d'un rêve? Tu vois, toi tu me dis c'est un rêve prémonitoire, c'est quelque chose, mais là tout ce que tu me racontes, c'est un rêve en fait. Moi combien de fois j'ai rêvé que j'étais chevalier, j'allais tuer des dragons, mais c'est un rêve. Ton rêve il durait comme ça des semaines et des semaines et des semaines et des années, voire, où tu grandissais, moi j'ai rêvé aussi que j'étais une femme et je voyais mes enfants grandir, que j'avais eu 2 enfants, que je les voyais grandir et quand je me réveillais ça me faisait trop bizarre, j'avais l'impression de mettre hyper longtemps à émerger. Je me dis mais ça va être quoi en fait, enfin, comme si ça s'était vraiment passé, c'est trop bizarre. Après ouais, j'ai un truc avec les rêves et voilà, je pense aussi que t'as peut-être juste beaucoup d'imagination et du coup tu fais des rêves qui sont très élaborés, tu vois. Peut-être, franchement je saurais pas dire. Après, il y a des trucs. Par exemple, j'ai ma cousine que j'aime beaucoup. Elle est très sensible aussi à plein de choses. Et elle, beaucoup plus que moi pour le coup. Elle me dit souvent qu'elle voit les esprits, qu'elle leur parle, qu'elle les accompagne. Ça me fait bader. Et limite, j'ai un peu l'habitude maintenant avec elle parce que moi personnellement, je ne vois pas les esprits. Je sens des fois des froids, des trucs comme ça, mais voilà, je suis pas. C'est une fenêtre qui est ouverte, quoi. Je sens qu'il y a un truc. Ouais. Moi, voilà. ça m'arrive souvent de... Bon, moi, je rêve beaucoup aussi comme toi. Ouais. Et je sais qu'il y a des rêves qui sont plus intéressants que d'autres, où je dois prêter plus attention. Ma technique, c'est quand je me réveille le matin et que je me souviens encore de mon rêve. Parce qu'en général, on n'est pas censé se souvenir de nos rêves. La plupart du temps, quand on se réveille, on les a oubliés. Et quand je me réveille et que je m'en rappelle, je me dis, celui-là, c'est qu'il est particulier. Pourquoi je m'en rappelle? Et souvent, c'est des rêves où dedans, il y a une réflexion, il y a quelque chose. Et je me dis, putain, c'est vrai que ça, c'est pas con. Et parce qu'il y a souvent, ça m'arrive très souvent de rêver et de pas me souvenir le lendemain matin. Tu vois, combien de fois ça m'est arrivé de rêver et dans mon rêve, je sais que j'ai trouvé une bête de blague. J'ai trouvé une blague, elle était folle. Et j'étais mort de rire. Et le lendemain, impossible de me rappeler c'était quoi cette blague. Je pense qu'elle a jamais existé. Mais dans mon rêve, ça faisait rire tout le monde. J'étais trop fort. Cette blague était incroyable. Tu vois, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais c'est ça ton secret, c'est comme ça que tu écris tes spectacles en fait. Peut-être en rêvant. Tu rêves toutes les blagues. Et il y avait ça. Et par contre, des fois, ça m'arrive aussi de faire des rêves un peu plus particuliers avec des messages. Et je me disais, putain, là, il y a un truc. Ou d'avoir la sensation d'avoir discuté avec quelqu'un toute la nuit. Je me suis dit, putain, j'ai l'impression que j'ai parlé avec quelqu'un
et qu'on a parlé de ce sujet-là. Et du coup, ce sujet, il me travaille dans ma tête toute la journée après, j'y repense. J'ai vraiment cette sensation d'avoir parlé avec quelqu'un toute la nuit. Et je me réveille et je suis pas spécialement reposé, quoi. En fait, Mais j'ai parler, taffé. parler avec quelqu'un, c'est-à-dire genre juste à rencontrer quelqu'un et t'as discuté, genre comme si tu rencontres Ouais. un date ou un truc comme ça? Non, pas un date. Mais je sais pas qui, mais quelqu'un, j'ai parlé. Je sais pas de quoi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai parlé toute la nuit avec quelqu'un. Et Je sais pas qui à tu parles toute la nuit si c'est pas un date. non, c'est pas un date. Ça m'arrive de faire des rêves érotiques, tu vois, mais on parle pas beaucoup. Et c'est pas. Mais voilà, quoi. Donc il y a ça. Après, non, il n'y a pas trop de rêves de ouf. J'aimerais bien. Putain, si j'avais le pouvoir. Ah, si, des fois, j'arrive aussi à. C'est trop bizarre parce que des fois, j'arrive à savoir que je suis dans un rêve, tu vois. Ouais, Et j'en profite, mais rêve pas. lucide. Des rêves lucides, mais pas à 100% lucides. Ça veut dire, si je savais que j'étais vraiment dans un rêve, bah, laisse tomber, je ferais des dingueries. Je volerais, je serais Superman, je réaliserais tous mes rêves. Mais non, c'est genre, je me bats contre quelqu'un et à un moment donné, je fais un mauvais coup. Et je me dis, ah, celui-là, on va le recommencer. Et je sais que du coup, ça revient en arrière au moment d'avant. Et je dis, vas-y, plutôt que de lui mettre ça, je vais lui mettre un coup de coude. Et du coup, donc, je suis assez lucide pour pouvoir recommencer mon coup, mais pas assez lucide pour pouvoir en profiter et avoir tous les pouvoirs que j'aimerais avoir et kiffer mon rêve à mort, quoi. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux. À un moment, j'étais aussi fascinée par, bah, comme je suis aussi sensible aux rêves comme toi, j'étais fascinée aussi par les rêves lucides et je m'entraînais. Et j'en faisais de temps en temps, mais c'est un entraînement, c'est un gros Comment entraînement, tu quoi, pour t'entraînes à réussir faire à des faire. rêves lucides? Alors, apparemment, déjà, il faudrait regarder tes mains dans ton rêve, Ah. parce que souvent, les mains, c'est tellement complexe physiquement que tu as du mal à imaginer tes mains, ou tu essayes de repérer dans le rêve un détail qui fait que, euh, ah, j'ai oublié les méthodes, ça fait longtemps, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils regardent leurs mains, et souvent, il manque un doigt ou il manque un truc. Moi, je me souviens que je regardais le ciel, et je me disais où est le soleil, et si ce que je voyais, c'était pas cohérent avec un ciel normal, je me disais, ok, je suis dans un rêve. C'est un peu bizarre, mais c'était ça. Je, je pense que le rêve lucide, en vrai, il est un peu dangereux. Pour moi, il faut jamais en faire. Parce que Ah bon, pourquoi? si tu arrives à faire un rêve lucide, si tu arrives du coup à être dans un univers où tu peux faire ce que tu veux, et tu arrives à faire ça tous les soirs, quelle raison tu as encore de continuer ta vie réelle? C'est tellement Alors, mieux, mais moi je passe mon temps à prendre des somnifères et allez, ciao, je vais dans ma vraie vie. Salut les gars. je vois ce que tu veux dire, mais il y a des gens, bon, déjà, il y a des gens qui sont très, très chauds au rêve lucide, ils en font quand ils veulent, quoi. Enfin, très souvent. Manu Revo, on passe à la catégorie Docteur Love. Je te demandais si tu avais des conseils d'amour ou quelque chose, des problèmes à demander à Docteur Love. Et tu m'as dit, en couple depuis 12 ans, ça fait zizi. 12 ans, c'est énorme. Franchement, bravo. Il faut que je revienne là-dessus. Ça fait pas 12 ans. Ça fait pas 12 ans? En fait, c'est une blague qu'on fait entre nous, parce qu'en vérité, ça fait 8 ans. D'accord. Et moi, en fait, je suis née à Marseille, donc je grossis tout. Ah. Et moi, des fois, je lui fais, tu te rends compte, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et il me dit, mais non, ça fait pas 10 ans. Et je dis, mais si, ça fait 10 ans. Et on regarde sur les dates, ça fait pas du tout 10 ans. Donc à Ah. chaque fois, je grossis un peu plus. Maintenant, c'est 12 ans. Et bientôt, je vais lui dire 15 ans. Et voilà. Ouais. Mais 8 ans, c'est déjà pas mal, hein. Bravo. Bah, j'ai jamais été aussi longtemps avec quelqu'un, tout Et simplement. est-ce que tu as des petits conseils de longévité à donner pour les gens qui nous écoutent? Euh, je pense que, alors, il y a un truc qui me saute aux yeux dernièrement et j'en parle avec des amis de mon âge, enfin, la trentaine, quoi, et qui me disent à peu près les mêmes choses, c'est que, en gros, quand tu as une embrouille avec ton amoureux ou ton amoureuse, qu'il faut éviter de... T'en parles à tes amis, normal, parce que bah, des fois, ça te saoule, mais éviter de mettre trop l'autre dans la sauce, notamment au niveau des proches et des amis, parce que quand c'est des grosses embrouilles, déjà, on décharge notre négativité sur nos proches, et Ouais. après, en général, on se réconcilie. Tu vois, quand c'est des petits, enfin, même des grosses embrouilles, ça arrive souvent, on se réconcilie. Et en fait, après, bah, les autres, tes proches ou même tes parents, ils voient plus la personne de la même manière parce que tu as tout balancé. Et il y a des trucs que c'est mieux de régler en privé. Voilà, c'est D'accord, ça ok. que je veux dire. C'est-à-dire ne pas trop salir la personne aux yeux des autres quand il y a une embrouille, Ouais, pour pas gâcher le moment où vous allez vous remettre ensemble. J'avais un exactement. pote qui avait une blague là-dessus qui disait ouais, je me suis remis avec mon ex et sa famille qui disait non, c'était qui disait ça? Ah, c'était Laura Domange que je salue et sa famille disait mais tu m'as pas dit que c'était un gros nazi?
Et elle a dit oui, mais vous savez, on est tous le nazi de quelqu'un à un moment donné dans notre vie. Et effectivement, Elle est pas mal. faut pas trop, faut pas trop pourrir l'autre aux yeux des autres, quoi. C'est vrai. Bah, surtout qu'en général, dans ce genre d'embrouille, toi-même, tu pardonnes et tu passes à autre chose. Mais tu as tellement dit des trucs, mais des fois des trucs perso, tu vois. Et des fois, il vaut mieux garder. Et après, enfin, quand tu restes avec la personne, bah, t'assumes, il y a des trucs qui vont pas, mais c'est des trucs que tu acceptes. Alors, là, je parle vraiment de petites pas de disputes de couple. Je parle pas, évidemment pas d'abus ou de violence. Là, faut en parler 100%. Mais je parle des petites embrouilles entre nous. Il y a des choses, ça se résout. Et après, il y a tes proches, ils te les relancent dans la gueule alors que tout va bien avec ton couple. Et c'est dommage, quoi. Et c'est ta faute pour le coup. Donc, Bah oui, t'as trop parlé. Il est horrible. En fait, pas exact. si horrible que ça, parce que c'est vrai que des fois, je dis il est horrible, mais c'est pas vraiment horrible. Et sinon, dans le couple en lui-même, avec ton copain, est-ce que tu as des conseils à donner sur Bah, peut-être être tolérant, je sais pas. Des fois, on m'a dit, faut pas calculer l'autre. Le pire truc. bah, Mais écoutez, non, les je sais pas réponses. trop parce que nous, on a un couple quand même serein dans la vie. Bon, on a des embrouilles comme tout le monde, mais en vérité, on a une grosse embrouille par an. Et le Ah, reste du temps, franchement, c'est chill, il c'est y a une embrouille tranquille. annuelle. Euh, Même des fois plus, hein, plus de temps, tous les 2 ans, tous les ans. Et au moins, tout est concentré. C'est une Mais en embrouille général, sur un sujet précis ou c'est une embrouille annuelle où chacun vide son sac? Et la dernière fois, t'as fait ça, j'ai pas aimé. Et la fois d'après, t'as fait ça, j'ai pas kiffé. Et là, là, et là, là. bah, il y a un peu de ça, mais il y a un peu aussi une accumulation de trucs. Mais même si en général, on a une bonne communication, tu vois. Mais après, comme je dis, nous, franchement, on est calme. On a à peu près, on se ressemble pas mal sur plein de choses. On est deux geeks. Le confinement, il est passé crème pour nous, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui se sont séparés. Nous, on était trop bien. On geekait toute la journée de notre côté. On se Attends, faisait mais un petit film le soir. C'était tu, trop tu cool. me dis que t'es une geek. J'ai complètement zappé de dire aux gens ton métier, en fait. Je fais des dessins animés. Mais c'est fou, comment j'ai pu oublier de dire ça? Tu fais des dessins animés. Les gars, ça veut dire quoi, tu fais des dessins animés? Tu fais quoi précisément? Ah bah, moi, je fais des dessins animés tout court, toute seule. Donc, je dessine, j'anime et je fais le montage vidéo avec le son. Waouh, trop bien. Et c'est super cool. Enfin, c'était le rêve de ma vie. Donc, je suis hyper heureuse en ce moment. Et c'est récent, hein. Ça fait que 1 an et demi que j'ai ouvert mon entreprise. D'accord, ok. Donc tes dessins animés, on peut les voir où? Alors, bah, déjà, bah, il y a Manureva Animation sur YouTube où j'ai mis mes 2 courts-métrages que j'ai fait il y a pas longtemps. Ouais. Et, euh, et le gros truc que j'ai fait cette année, que j'ai fait un clip pour Gaël Mektoub de la chaîne Bapté Gaël. D'accord. Ah, on va la regarder. C'est toi qui as fait l'animation alors. C'est quoi le titre du son? Les pigeons. Ok, on ira voir Les Pigeons de Gaël Mektoub. C'est Manu Reva qui a fait l'anime. Ah, j'irai checker. Franchement, je suis trop curieux. Alors, c'est très humoristique, ça fait beaucoup rire. C'est un peu perché, mais ça me fait beaucoup rire. Putain, trop bien. Franchement, je kiffe. Et il m'a contacté, bah, j'ai sorti le clip en février, Ouais. non, octobre. Oui, c'est ça, vers février, exactement. Et j'étais choquée parce que je commençais à peine mon Insta et j'avais bah, très peu de visibilité et il a vu. Il t'a Parce que repéré sur Gaël, Insta. exactement. Gaël, c'est un veilleur, en fait, ce qu'on appelle dans le métier un veilleur. C'est-à-dire que c'est un mec qui est vachement intéressé par le milieu artistique et Ouais. il veille et il repère plein de gens. D'accord. Et bah, il m'a vu, je sais pas quel hasard, mais il m'a vu et il m'a dit tu veux faire un clip, j'ai dit oui tout de suite. Et après j'ai paniqué. J'ai dit oui tout de suite, après j'ai Comment on paniqué. va faire? Comment on va faire? Bah, je me suis dit est-ce que je l'appelle plus tard quand même pour lui dire que je fais des clips de 10 secondes et j'ai jamais fait 3 minutes 30. Faut que je lui dise quand même. Et après je me suis dit non, je Non. peux le faire. Ouais, Je me ouais. suis dit esprit shonen, on Ouais. y va, Faut on y le aller. fait. Et puis Faut je y l'ai aller. fait. Franchement, faut y aller. Mais avant ça, c'était quoi tes employeurs? T'avais pas encore d'expérience? En T'avais... fait, avant, j'osais pas me lancer. J'avais Hmm. pas confiance en moi. Et d'ailleurs, bah, est-ce que j'ai le droit moi de te poser une question? Mais je n'attends que ça. Les gens croient que ce podcast, c'est une interview d'eux-mêmes, alors que moi, Euh, j'attends que ce soit un échange et qu'on me pose des questions. Moi, j'ai envie de te poser une question parce que justement, mon gros truc dans la vie, c'est la confiance en moi. Ce qui fait que je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Depuis toujours. Mais j'ai toujours eu cette peur de me lancer. Et j'ai envie de dire, ouais, un jour, j'ai craqué, j'ai tout plaqué et je l'ai fait.
Non, j'ai juste perdu mon boulot à cause du confinement. Et là, je me suis dit, bon, on va peut-être faire un peu ce qu'on aime. Et je me suis un peu retrouvée au pied du mur et ça a fonctionné. Le Et finalement, je suis confinement plus. a créé beaucoup trop d'artistes. Ben, je me suis retrouvée au pied du mur. Je me dis, pourquoi je fais pas ce que j'aime? En fait, quitte à être dans la galère, autant galérer pour ce que j'aime. Et best decision ever, quoi. Et je me dis, mais ce qui m'a bloquée depuis toujours, enfin, pour te dire, j'étais serveuse. Rien à voir. Et j'étais pas heureuse. En plus, je Mais peux pas te dire que c'était mon autre vocation. j'ai failli dire un truc sur les serveurs parce qu'en fait, le confinement a créé beaucoup d'artistes. Plus personne ne voulait reprendre leur taf de merde. Et notamment les serveurs. Il n'y a plus aucun serveur. Ils galèrent à trouver des serveurs. Et pourquoi je dis taf de merde? C'est pas un taf de merde pour les serveurs, mais c'est un taf qui est très difficile, qui est très ingrat. On leur demande de travailler avec des énormes coupures. D'abord le matin, puis après tard le soir, pas très bien payé. Et après, les restaurateurs, ils s'étonnent qu'ils ne trouvent pas de serveur et tout, etc. Mais à un moment donné, les gars, votre supercherie, avec le confinement, ça a sauté, quoi. Les gens, ils ont tous réalisé que c'est nul, en fait. Et c'est marrant que tu m'aies dit que tu étais serveuse, quoi. Et que du coup, parce que vraiment, il y en a beaucoup dans ce cas-là. Je peux te dire pourquoi, c'est simple, parce que serveur, c'est le métier accessible, c'est-à-dire que faut pas avoir un grand diplôme pour savoir qu'il faut nettoyer une table, débarrasser quand les gens ont fini. Il faut avoir une intuition pour être un très bon serveur. Mais en vrai, dans les faits, c'est plutôt simple à appliquer tous les jours. Et en fait, serveur, c'est le métier du bon, je fais ça en attendant de pouvoir ouvrir ma boîte. Je fais ça en attendant de pouvoir continuer mes études de. Et, ben moi, il y a c'était agent typiquement immobilier mon cas. aussi. Agent immobilier aussi, c'est ça. Ouais, je suis agent immobilier. Ouais, je fais ça 6 mois histoire de me refaire. Et après, c'est bon. Je savais pas du tout ça. C'est trop la planque. Agent immobilier. Ouais, je te jure, non, je fais ça là pendant 1 an ou 2, histoire de me faire un peu d'argent. Puis après, j'ouvre ma boutique de bijoux fantasy. Il y a que des trucs comme ça. En macramé. Ouais. Mais ouais, moi, c'était typiquement mon cas. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans. En fait, quand je suis arrivée, j'avais 17-18 ans à Paris. Bon, voilà, j'étais un peu livrée à moi-même. Je faisais mes expériences, tout simplement. Mais voilà, j'ai pas pu faire mes études. En fait, j'ai pas pu continuer. Et j'ai commencé à bosser dans un resto. Et je me suis dit, bon, je vais mettre d'argent de côté. Je vais continuer. Je voulais faire une école d'art, comme beaucoup d'artistes. Et je ne l'ai pas fait. Et en gros, voilà, ça faisait 10 ans que j'étais dans cette situation-là. Genre, je fais ça avant d'eux. Sauf que le temps, il passe. Et au bout d'un moment, tu restes dans ta zone de confort. Et c'est la confiance. Le coronavirus m'a mis un coup de pied aux fesses, en fait. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Ouais. Et du coup, pour revenir à la question que je voulais te poser, c'est que même aujourd'hui, tu vois, je me lance. Tu vois, moi, je suis rarement satisfaite de ce que je produis, même en tant que dessin animé. Les pigeons, sur le moment, je l'ai fait, j'étais satisfaite parce que j'ai donné le maximum de moi-même. Mais quand je vais le re-regarder aujourd'hui, je vais être très critique envers moi-même. Je suis assez dure. Et en fait, c'est la confiance en soi. En fait, quand tu lances un truc, c'est jamais parfait. Mais au bout d'un moment, faut le lancer, tu vois. Ouais. Et du coup, je veux savoir, toi, ayant fait beaucoup de stand-up, je pars du principe que tu as peut-être une meilleure confiance en toi que moi-même, mais en fait, je le sais pas. Et je me demandais, toi, comment tu travailles ce truc d'arriver à avoir cette aisance, d'aller vers les gens, de parler, de t'exprimer, tu vois. Ah putain, je croyais que tu allais partir sur une toute autre question. Parce que tu étais parti sur on fait un truc et après, des années plus tard, on le regarde et on ne l'apprécie plus parce qu'on a évolué. Je croyais que tu allais partir sur ça. Et bah, moi, sur ça, comme toi, dès que je regarde un truc du passé, je le trouve nul parce qu'on n'est jamais aussi bon que la version d'aujourd'hui, au final. Moi, aujourd'hui, je suis le meilleur humoriste que j'ai jamais été et je suis sûrement moins bon que demain et sûrement meilleur qu'hier. Donc, à chaque fois, je suis dégoûté. Des trucs, je me dis putain, tu vois, là j'ai publié un passage de stand-up sur YouTube, il marche bien, il est marrant, et je l'avais travaillé pendant 6 mois, j'étais trop content, je me dis c'est bon, il a sa forme finale, donc je publie, je le mets, et après j'ai continué à le faire là pendant 6 mois, et aujourd'hui il est encore meilleur le passage, tu vois, parce que j'ai enlevé tous les trucs inutiles, toutes les petites blagues moyennement drôles, je l'ai encore plus resserré vraiment pour garder que l'essence du truc. Et je me dis putain, mais pourquoi je l'ai publié il y a 6 mois? La version d'il y a 6 mois, elle est tellement moins puissante que la version d'aujourd'hui, qui est vraiment plus épuré et tout. Et donc voilà, mais maintenant que c'est fait, hein, c'est publié. Donc c'est la vie. Et donc la question c'était comment tu fais pour avoir confiance en toi et monter sur scène, c'est ça? Et te lancer, parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, tu vois, là tu viens de le dire, on cherche toujours la perfection. Mais en fait, rien ne sera jamais. Voilà, et au bout d'un moment, faut se lancer. C'est pas aussi parfait que tu voulais, mais tu tentes, tu vois. Ouais. Mais parce que sur le moment, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte que ce qu'on fait, c'est pourri. Non mais je crois que c'est ça le secret, c'est qu'on est content de nous-mêmes et on se lance. On a l'impression qu'on est bon. T'as l'impression que ton passage de stop il est bien. Sur le moment, t'as l'impression que ton clip il était bien.
Et c'est plus tard qu'en fait, tu regardes, tu fais, en fait, j'aurais pu faire mieux. Donc, c'est ça, en Tu vois fait, tous qui tes nous, petits qui nous défauts. permet de nous lancer sur l'instant. C'est que sur l'instant, on est le meilleur de nous-mêmes, donc on se rend pas compte que c'est pas ouf ce qu'on fait. Puisque nous, c'est le meilleur que ce qu'on peut donner, donc pour nous, c'est bien. Et c'est après, plus tard, une fois qu'on a progressé, on se dit, ah, en fait, ouais, c'était pas gueudin, mais c'est la vie. Et c'est trop bien d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de nous lancer. Sinon, on ferait jamais rien parce qu'on dirait, putain, c'est pas ouf. Putain, c'est pas Ah ouais, c'est ouf. ça. Ok. J'attaque la partie quad neuf dans la life, notamment la mienne. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier podcast que j'ai fait, du coup, ce dernier avec Nabil, c'était en avril dernier. Là, on est en début août. Donc, putain, ça passe tellement vite le temps. Entre-temps, au mois de juin, j'ai fait 2 sorts au Trianon. Voilà, qui est une petite étape pour moi parce que c'est une grande salle parisienne de 1000 personnes. Et c'était un step, en fait, de faire ça. Donc, je suis assez content. Même si c'était pas ma meilleure date parce que c'est toujours impressionnant ce genre de grande salle. Tu as toujours un peu de mal à être à l'aise. Et c'est tombé un samedi au mois de juin. Écoutez-moi bien. Le premier jour de canicule vénère. Mais tu sais, la première canicule, celle où on n'est pas prêt. Tu vois, pas celle où on a acheté les ventilateurs, où on a grave bu, on est prêt, on est dans le mood. Celle où tu n'étais pas prêt et tu te fais foudroyer la gueule. Et j'arrive sur scène et je vois tout le monde avec des éventails. Vraiment, je vois tout le monde en train de faire en transpier et tout dès le début. Et je fais, oh bâtard. Et après, je me suis donné au max et ça a été, c'était quand même une bonne soirée. Mais voilà, c'était intéressant. En plus, c'est chiant quand tu fais chaud parce que tu transpires de ouf, toi, sur scène. Et déjà Mais que moi, tu te donnes à fond. ouais, laisse tomber, j'ai jamais goûté autant. Ça perlait sur mon front, c'était n'importe Oh quoi. non. Je te jure, en plus, j'ai pas de serviette. Parce qu'il y a des gens, ils transpirent de base, des humoristes, donc ils ont déjà une serviette sur leur tabouret, ils s'essuient et tout. Moi, j'étais là, je m'essuie avec ma main, ça avait aucun sens, c'était dégueulasse. On T'avais pas rigole. prévu la petite serviette, quoi. Non, je pensais pas que C'est la je. base. Je pensais pas que j'avais. D'habitude, je transpire pas de ouf comme as, quoi. Ça perle pas sur mon front et tout. En plus, j'ai un front de 8 kilomètres, mon gars. Les gouttes, ça faisait des grandes rivières. Donc, il y avait ça, c'était assez cool. Après, quoi d'autre? J'étais à Minorque aussi, petite vacances. Je connaissais pas du tout. Minorque, petite île des Baléares, que je Je connais pas conseille. du tout. Ben, franchement, c'est un peu le bon plan. Là, si les gens qui nous écoutent, c'est à 1h50 d'avion de Paris. Donc, c'est juste à Mhm. côté. Je voulais pas un truc loin. Je fais une petite semaine là-bas. Début juillet, franchement, il n'y avait pas grand monde quoi, pour un truc aussi cool, aussi stylé et tout. Et franchement, j'ai trop, trop kiffé. J'avais oublié la nourriture dans les hôtels de vacances. Tu sais, les buffets à volonté, là, où tu prends une Mhm. assiette qui a aucun sens. À droite, il y a de la pizza. À gauche, il y a de la paella. J'ai fait ça Parce que tu veux tout goûter, en j'ai fait. fait ça pendant une semaine. C'était abusé. En dessert, je prenais de la pastèque avec de la glace au chocolat. C'était n'importe quoi. J'ai grossi de ouf. Et c'est là où j'ai décidé qu'après, je rentrais, je fais un régime vénère. C'est quand j'ai Ouais, commencé. Hmm. t'as dit ça au début que tu prenais soin de toi. Et du coup, ça se passe comment? Parce que c'est dur. Je vais pas en parler là parce que là, je suis encore au Non? milieu de l'expérience. Je pense que dans le Ok. prochain podcast, je vais faire un petit bilan. Là, j'ai perdu 4 kilos. En fait, C'est déjà pas mal. ouais, mais je stagne un peu, ça me saoule. Mais en fait, pas si compliqué que ça de faire un régime. C'est vrai que je m'en faisais toute une montagne et tout. Mhm. Et déjà, quand j'étais à Minorque, en fait, c'est là où j'ai vu que j'étais un peu ce gros. C'est quand je voulais faire une photo de beau gosse et tout. Tu la connais, cette photo de vacances et tout. Et je vois, je suis torse nu et mon ventre, il est lisse. Je vois qu'il n'y a pas, il y a plus un trait au milieu. Tu sais, bon, j'ai jamais eu des abdos de ouf, mais au moins, tu avais un trait au milieu, une verticale, tu vois. Tu as globalement des grandes lignes. Toi qui es dessinatrice, tu n'as pas tous les traits de tous les abdos, mais. Et là, je voyais, c'était lisse, cousin. Il y avait rien. Il y avait des pecs en haut qui ressemblaient un peu à des mini-seins. Et en bas, Oh. il y avait un petit ventre, mais vraiment lisse. Il n'y avait plus de. Je dis, ok. Et en plus, j'ai une grande chaîne avec une croix, une petite croix, mais une chaîne un peu longue. Et ça faisait vraiment gitan, quoi, avec mes cheveux attachés et tout. J'étais vraiment un temps. J'ai dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Je laisse. Ok, c'est pas grave. Je vais encore me faire plaisir au buffet. Mais dès que je rentre, je m'occupe de ce truc-là, quoi. Et du coup, je suis rentré Mhm. et j'ai attaqué. Je connaissais pas les régimes. J'ai pas envie de faire de régime alimentaire où tu dois plus manger tel truc ou tel truc. Je suis pas fan de ça. Déjà parce qu'il y a C'est pas bon. plein d'aliments que j'aime pas. Et après, je me dis, même si ça marche pendant une période, quand je vais reprendre mon régime de base avec du riz, du poulet, des saucisses et plein de trucs que j'adore, je vais reprendre direct.
Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté ma quantité de sport par semaine. J'ai dû faire quasiment tous les jours 1 heure de sport. Et j'ai arrêté tout grignotage. Ça veut dire que je gardais mes 2 repas par jour, mais je mangeais que mes 2 repas par jour et je me faisais plaisir, je mangeais tout comme d'hab. Mais par contre, plus de grignotage, plus de 4 heures. Et c'est surtout moi la nuit que je me faisais baiser. La nuit, j'avais un putain de réflexe. C'est comme je travaille la De nuit, je me grignoter. levais, je grignotais, je mangeais des pommes, des gâteaux, du machin. Et un autre pire réflexe, et le pire, c'est avant d'aller dormir, je mangeais. Ça veut dire, et c'était devenu vraiment une habitude. Genre, je ne pouvais pas dormir sans manger avant. Ça me mettait bien en fait. Mais vraiment, quand je dis je mangeais, c'était des trucs dégueulasses. Je mangeais du pain avec du saucisson, avec du pâté. C'est pas un petit truc. C'est vraiment des bonnes. Et Mm. je me faisais un gros kiff. Je kiffais. Et après, j'avais le ventre plein. Et là, je faisais, ah là, je vais bien dormir. Et ça, c'est le pire parce que tu stockes direct. Et ce truc-là, Yep. pardon, tu me Et disais. tu prends l'habitude aussi Eh d'avoir ben, cette sensation de bien rempli juste avant de dormir. eh ben, tu as totalement raison. Et c'est cette Mm. habitude-là qui a été la plus dure dans tout mon régime. C'est ce truc-là qui a été le plus dur, en fait. Parce que la Mm. journée, quand j'ai faim, grignoter, je me disais, la faim est mon allié, pas de souci. Mais par contre, cette habitude de manger avant d'aller dormir, c'était fou. C'était vraiment comme une addiction psychologique, quoi. Vraiment. Et je me revoyais, j'allais dormir, et j'ouvrais le frigo, je le regardais, et je referme, et j'allais me coucher. Je dis non, pas ce soir. Et c'est ce qui a été le plus difficile. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est ce truc-là. Et en vrai, c'est pas là maintenant. Ça y est, c'est passé. Et j'ai plus du tout. Je peux dormir très Mm. bien, le ventre vide, aucun souci. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit ce moment-là le plus dur de la journée dans le régime, la nuit. Et t'as commencé il y a combien de temps de changer tes habitudes? J'ai attaqué il y a un mois là. Parce qu'il paraît qu'il faut un certain nombre de jours pour désancrer une habitude que tu prends tous les jours. Je crois que c'est 21 jours ou 30 jours. Ben, tu Et vois, une je fois que suis tu as dedans. passé ce cap-là, c'est bon normalement. Eh ben, je suis dedans. C'est fou. T'as trop raison. Mm. Et si ça peut t'aider, peut-être, j'ai une amie à l'ancienne, elle faisait beaucoup de sport et elle, c'était le contraire, elle essayait de prendre du poids parce qu'elle était plutôt très très fine, mais trop fine en fait, au point qu'elle pouvait pas s'habiller. Et elle, son objectif, c'était du coup de se muscler la taille pour gagner une taille et surtout d'avoir des belles fesses, tu vois. Et en fait, dans son appart, elle avait collé des photos de belles fesses de meufs partout, Ah. genre même sur son frigo, pour se souvenir qu'elle devait aller au sport et mieux manger, quoi. Et en gros, Ah. c'était marrant parce que c'était une meuf et pourtant chez elle, il y avait plein de photos de boules. Des beaux boules en plus. T'imagines le mec qui connaît pas, qui vient chez elle et tout, il sait pas qu'à fin régime, il faut oh, je suis tombé sur une meuf. Eh, c'est une déglingoduc. Témoin, il y a des coups partout. Oh là là, je vais lui faire la misère. Peut-être que toi, tu devrais mettre du coup des photos d'abdos partout. Non, pas Bon, besoin. après, si tu reçois une meuf, c'est mauvais Pas délire. besoin. Tu vois, pareil, elle va dire il y a des photos d'abdos partout, c'est Non, chelou. franchement, je te jure, j'en ai vraiment. Je suis tellement déter. Je me suis rendu compte, ça c'est un point positif. Moi, j'ai pas trop confiance en moi, mais j'ai réalisé à quel point j'ai une détermination de ouf. Quand je décide un truc, Ouais. c'est bon, je suis déter. Et là, pas besoin de machin. Je dis, ah, t'essayes, c'est fini. Je me connais. Mais vraiment, c'est comme si j'étais en embrouille avec moi-même. J'étais à Minor. J'ai vu mon corps, je fais, il y a pas de souci, poto, t'inquiète pas. Et je suis rancunier, mais même rancunier avec moi-même, avec les autres. Mais j'ai fait, ok, là, ce que tu m'as fait, c'est un petit coup de pute. Il y a pas de souci, je te laisse. Tu m'as baisé mes vacances. Pas de souci, je suis ce gros. Pendant ces vacances-là, je suis ce gros, il y a aucun souci. Mais quand je vais rentrer, je Et, vais m'occuper de toi. et est-ce que quand tu vas faire du sport, pour te motiver à aller au sport et tout, est-ce que tu regardes toi aussi les trucs de motivation là sur Insta, les Non, discours genre non, j'ai pas n'abandonne besoin. jamais, Non, des je trouve trucs que comme c'est ça. du bullshit. Pour moi, c'est du bullshit tout ça. Ah, des fois ça marche, moi. N'abandonne jamais. Avec une petite musique un peu au violon et tout. Avant, moi aussi, Mais j'étais bref, comme vous. non, plus violent. Plus putain, faut que tu te battes pour avoir ce que tu veux. Ok, Ah vas-y, non, j'ai fonce. Des jamais trucs vu comme ça. ça. Ah non, j'ai pas vu ces C'est vidéos. assez Ça, violent. ça me ferait rire. Bah, tu mets Angry Beast, motivation, réveille la bête qui est en toi, des trucs comme ça, tu vas les Ah, trouver des en anglais, en barres. français. Il y a des trucs, c'est vénère, mais j'aime bien des fois parce que ça me motive. Et il y en a un que je me répète qui m'avait marqué quand je fais du sport, c'est la douleur que tu ressens maintenant, au niveau de l'exercice, quoi, bah, ne sera jamais aussi grande que la déception que tu auras de ton inactivité, en fait, plus tard. Putain. C'est une traduction approximative que j'ai donnée là de l'anglais-français. Non, non, mais En gros, on a capté le délire, t'inquiète, mais mais en gros, tu c'est vas. vénère. Mais on l'a tous connu quand tu vas pas au sport, tu dis je vais au sport jeudi, tu vas pas. Et Hmm. après, vendredi, samedi, dimanche, t'es là à dire à tout le monde putain, j'avais dit que j'allais au sport. Et tu te plains pendant 3 jours d'un Ouais, truc que t'as pas fait, en fait. ouais. Bah, il vaut Ouais, mieux mais moi, avoir mal pendant 15 minutes et tu passes à autre chose. ça va, franchement, j'ai ma petite routine. Je me lève le matin, 1 heure de sport à jeun. Et Mm. franchement, je le fais tranquille avec le sourire. Je mets Netflix. Ça peut pas être
voilà, je mets une petite série que je kiffe. Et bam, c'est parti. Et il n'y a pas de changement au niveau. J'ai perdu 4 kilos, je fais du sport. Et franchement, au niveau du corps, il n'y a pas de changement. J'ai perdu un peu du ventre, léger, mais il n'y a pas de muscles qui se dessinent. Il n'y a pas de grands changements. Je suis un peu déçu. Mais après, je mange mes 2 repas, mais je les mange En moi, c'est comme court, hein, t'es dur Il y a avec il y a un toi-même. truc qui tape. J'entendais quelque chose qui tapait. Ah bon? Ouais. Je sais pas si ça s'est entendu aussi, si on va l'entendre. Bref, et je disais, ouais, donc il n'y a pas trop de changements physiques. Mhm. Donc là, je vais intensifier un petit peu tout ça. Et là, j'ai commencé à réduire mes 2 repas. Mes 2 repas, je vais manger moins. Et je me suis acheté une petite montre aussi pour voir, parce que pour voir combien de calories je brûle dans la journée. Je me rends pas compte, mes séances de muscu, combien ça me fait brûler de calories. Et je sais qu'il faut être en déficit Ouais, par rapport à ce que je mange. Donc je vais juste checker un tout petit à peu fait. ça. Et puis voilà. Et d'un côté, j'entends des gens qui me disent il faut regarder, faut être en déficit calorique. Faut en avoir moins que ce qu'on dépense. Et d'un autre côté, j'ai croisé des potes qui sont très muscu, qui eux regardent pas du tout les calories. Ils m'ont dit il faut juste regarder les Mhm. protéines que tu manges. Manger beaucoup de protéines. Je sais pas. Bah, après, je sais que les calculs sont complexes et il y a, pour moi, il n'y a qu'un professionnel qui peut te faire ces calculs-là, parce que j'ai aussi fait un rééquilibrage alimentaire après le confinement, parce que j'ai pris beaucoup de poids. Mais moi, j'ai jamais été fine, hein. J'ai même été plutôt très. Enfin, plus jeune, j'étais vraiment très ronde et j'ai pas mal perdu. Et moi, justement, je ne regarde pas les chiffres parce que ça me stresse. Hmm. Donc, je préfère justement essayer d'écouter ma faim, ce que j'ai pas fait depuis longtemps. Enfin, ce que je ne faisais pas avant. En fait, j'avais pas la sensation d'avoir trop mangé ou pas mangé, parce que justement, j'étais toute déréglée à Hmm. force de manger des trop grosses quantités pour ma part. Et c'est vrai que je pense que chacun trouve les trucs qui lui conviennent. Tu vois, le coup de la montre, je l'ai déjà fait. C'était sympa sur le moment, mais j'ai pas gardé cette habitude, parce que le fait de voir les chiffres, ça me stressait en fait plus qu'autre chose. Hmm. Et par contre, la technique de ouais, regarder une petite série pendant que tu fais l'effort ou des trucs comme ça, moi, c'est un truc qui est resté pour moi aussi, parce que je trouve qu'au moins, t'es chill, t'es tranquille, tu penses à autre chose, tu te donnes et tu fais ton exercice, quoi. Faut que tu trouves les méthodes qui te conviennent. Me peser, avant, je le faisais pas souvent parce que ça me Ouais, stressait. Et là, je me pèse tous les 2 jours et c'est source de motivation. Tous les 2 jours, je me bah tant mieux. pèse et je fais ah yes, on a perdu 500 grammes. Ça marche, Mm, vas-y. 2 jours après, 1 kilo. Yes, trop bien. mm, Enfin, pas tout le temps. Des fois, même, je remonte un petit peu. Ça m'énerve. Je me dis ah, ok, pas de souci, je me suis fait plaisir hier. Du coup, je le paye. Mais je vais reperdre après et ça me motive. En plus, maintenant, tu as des balances où tu as toutes les infos, ce que tu as perdu en graisse viscérale, ce que tu as pris en muscle, etc. Et mm. c'est vachement intéressant. Là, je vois que mes habitudes, je les ai changées. Mon but, c'est de changer mes habitudes pour que ça dure dans le temps. C'est pour ça que je me fais pas de régime alimentaire spécial. Je mange comme Mm. d'hab, juste j'essaye de moins manger et de faire du sport. Et voilà, et que ça reste, que ça dure dans le temps, quoi. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je vous dirai ça. Et après, une fois que j'aurai atteint mon poids, mon objectif, je continuerai le sport et je mangerai juste un petit peu plus que maintenant, histoire de ne pas être en déficit, histoire d'être dans le même rapport. Et voilà, parce que sinon, si tu es tout le temps en déficit, en fait, tu vas maigrir constamment. Et après, tu vas disparaître quand tu vas arriver à 0 kg. Bah après, je pense que tu as raison, c'est la bonne manière de procéder. Je pense pas que c'est bon de choquer trop son corps. Vaut mieux prendre des petites habitudes que tu vas garder longtemps. Et c'est mieux. Et puis moi, je trouve que 4 kilos, c'est dur avec toi-même parce que c'est plutôt pas mal en moins. Ok, bon, bah ok. On passe à la petite actu de la semaine. Je voulais te demander, tu penses quoi de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan? Est-ce que tu penses que c'est encore une provocation des Américains pour déclencher le même conflit que la Russie en Ukraine? Ou au contraire, est-ce que tu es pour le droit souverain de Taïwan d'être reconnu comme un pays à part entière et de recevoir qui ils veulent comme n'importe quel pays libre reconnu par la communauté internationale du coup? Tu me poses la Oui. question. Non, je rigole, c'était une blague. En vrai, je voulais qu'on parle Ah, de... merci. C'est vraiment pareil. Je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans une soirée mondaine et devant tout le monde, on te pose cette Non, question-là. Et moi, je suis là, genre, je m'en fous de la politique. J'ai pas non, je de- voulais te parler. Est-ce que tu as vu la guerre de Booba contre les influenceurs? Tidididit, la vraie actu. Tidididit. T'as suivi ou pas? Mais, ah, non, je n'ai pas suivi, mais pour moi, Booba n'est-il pas constamment en guerre avec tout le monde? Booba est constamment en guerre avec tout le monde. Je pense qu'il a un vrai souci. Non, mais sérieusement, il aime un peu le C'est une harcèlement. maladie. Il aime le harcèlement, c'est sûr. Mais là, il a quand même mis le doigt.
sur tout un système d'influenceurs en fait qui arnaquent leurs fans en leur vendant des produits chinois le triple du prix ou alors en leur conseillant Mm. de faire des placements financiers soi-disant juteux et au Mm. final les pauvres ils perdent leur argent quoi. Ah, ça existe depuis longtemps, il faut se réveiller, Bouba, hein. Bah ouais, mais en même temps, regarde, il a le mérite de faire quelque chose et finalement ça bouge. Il a fait la couve de Libé, on en parle de plus en plus et il évite à des gens de perdre leur argent. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, tu vois. Et puis la Mm. meuf, la Magali Berda, moi je connais pas, mais d'après ce que j'ai compris, elle a fait plein de trucs pas cool à des gens. Et du coup, là, tout le monde est content parce que pour une fois, c'est elle qui se fait un peu brûler. Et je crois, ouais, effectivement, qu'elle s'en est prise un peu à la mauvaise personne, quoi. Mm. Elle a trouvé plus fou que lui. Là, j'avoue. Mais ce qui est marrant avec Boba, c'est que moi, à l'époque, tu te disais, putain, j'aimerais trop qu'il sache qui je suis. J'aimerais trop qu'il ait déjà vu mes trucs et tout, qu'il aime bien et tout. J'aimerais trop. Et en 2022, tu te dis, putain, Booba, heureusement, il sait pas qui je suis. Mais ouais, c'est ce que heureusement, j'allais dire, tu veux heureusement, mourir. heureusement, il me connaît pas. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Voilà, donc t'avais pas du tout suivi ce truc-là? Non, pas trop. Après, les trucs d'influenceurs qui font ça, bon, pour moi, c'est assez connu, enfin, de mon côté, en tout cas, je trouve. Et ce qui est chiant, c'est que tous les influenceurs de télé-réalité, en fait, moi, je regarde jamais ce genre de trucs, parce que pour moi, c'est tout des trucs comme ça, c'est que des placements de produits, des trucs douteux, des magouilles, en fait. Et des fois, ça me désole parce que souvent, ils sont suivis par un public si jeune Ouais, bah et oui. ils connaissent pas ces arnaques-là, en fait. Bah oui. Et c'est désolant, quoi. Bah, je suis Et d'accord. ça fait flipper parce que je pense que c'est pour ça, moi, je suis des youtubeurs style, qu'on peut dire influenceurs, tu vois, genre Squeezie, Natou, tu vois, Seb Lafrite, tout ça. J'ai l'impression que eux, de leur côté, ils ont conscience qu'ils ont un public hyper jeune. Ils font quand même attention à ce qu'ils Ouais. font, tu Ouais, vois. ouais, ouais, Alors ils que ceux sont. de télé-réalité, ils pensent qu'à l'argent. C'est vrai. J'ai l'impression. C'est totalement vrai. Mais parce qu'en fait, il y a aussi le truc de les gens comme Natou, Squeezie et tout, ils gagnent leur vie de par leur métier déjà. Ils gagnent très bien Ouais. leur vie. Donc, ils n'ont Mm. pas de raison aussi d'arnaquer les gens. Les gens, Mm. ils gagnent très bien leur vie, les gens leur donnent beaucoup d'amour, donc ils ont beaucoup de respect pour leur public. Les gens de télé-réalité, ben, c'est leur seule source de revenus, ces arnaques-là. Donc, Mm. bon, après, il y a les émissions, mais ils en font pas tout le temps. Donc, au En final, plus, ils multiplient les trucs parce qu'ils savent que c'est éphémère, donc ils envoient la patate pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ça. en espérant que ça continue. Ouais, c'est pas un monde très glorieux. Mais Booba est là. Mais Bouba est là pour nous aider. On passe au pire ou meilleur moment de la semaine. Tu m'as dit, toi, ton meilleur moment, c'est j'ai été capable de faire une randonnée. Toi, tu pensais que tu n'en Ouais. serais pas capable? Bah, comme je t'ai dit, quand j'étais jeune, j'étais en surpoids. J'ai souvent entendu parler de croyances limitantes, de ce genre de trucs. Et bon, j'avais pas forcément une expérience. Et là, je me dis, en fait, il y a plein de trucs que je me limitais alors que je suis tout à fait capable de le faire, style une randonnée de 8 heures, ce Ouais. qu'on a fait. Et c'était Waouh. super. Bon, je vais pas mentir, la dernière heure était dure. Je vais pas mentir, Une j'avais des randonnée de crampes et tout. 8 heures, c'est vraiment le truc que je serais incapable de faire. J'aime pas marcher. En plus, je me fais chier. Oh là là, non, c'est horrible la Ben, randonnée. je préfère. Là, c'était dans la nature, donc il y avait plein de choses à voir. Par contre, je le ferai pas sur un tapis. Clairement, c'est aucun intérêt. Mais dans la nature, j'aimais bien, ça m'a ressourcée. Ouais, mais sur un tapis, tu mets Netflix. Ouais, mais je sais pas, là, j'aime bien le. Je sais pas. J'étais Non, mais bien, je en fait, au comprends. milieu des arbres, des rochers. C'est très bizarre. Des rochers. T'as fait ça Non, où? c'était à Fontainebleau. D'accord, ok. Ah, je Et connaissais pas. c'était super génial. Et je dis, bah, je pensais que je n'étais pas capable parce que, bah, exemple, tu vois, j'ai appelé ma mamie et je lui ai dit, ouais, je vais faire la randonnée et tout. Et elle m'a dit, ce sera trop dur. Je lui ai dit, c'est-à-dire, elle dit, bah, toi, tu marches pas. T'as vu comment ils Alors qu'en sont les fait, gens? Ils t'encouragent pas, hein. non, mais, alors, c'est pas méchant, mais en fait, c'est vrai que, bah, peut-être, je pense aussi, ma mamie, elle a le souvenir de moi quand j'étais petite, tu vois, mais tu vois, c'est genre, toi, tu marches pas. En fait, que si, j'habite à Paris, donc forcément, je marche beaucoup, tu vois. Mhm. Mais, et il y a des trucs où tu penses que, et t'écoutes, en fait, inconsciemment, tu dis, en fait, ouais, ça fait des années que j'écoute ce que les gens me disent, alors qu'en fait, c'est faux. Mhm. Au final, tu finis par t'auto-persuader de choses. Et surtout, bah, moi, je fais du sport depuis 5-6 ans. Avant, je ne faisais jamais de sport. J'étais la geek qui dessinait dans son coin et qui lisait des livres, tu vois. Bah, c'est genre, Manuela, le sport, c'est pas fait pour elle, tu vois. Et en fait, je découvre que j'adore le sport et Mhm. qu'en fait, je faisais pas le sport que j'aimais. Mhm. Par exemple, sport en équipe, je suis naze.
Et de toute façon, j'aime pas le sport en équipe. Je suis nulle. J'ai deux pieds gauches. Le seul truc que j'ai fait, c'est réussir à envoyer le ballon dans la tête de quelqu'un et de limite péter son nez. Excusez, je suis trop nulle. Et pourtant, bah, j'ai découvert que j'adorais les sports tout seul, style muscu, Mais quand t'as des gens randonnée. quand t'as des gens qui te disent, de toute façon, tu n'y arriveras pas. De toute façon, moi, il y a que ça j'ai rencontré que des gens comme ça dans ma vie. Bah bon, en fait, non, ça m'a pas trop influencé. Moi, au contraire, comme je suis un rageux de base, Mm. faut dire un truc, c'est que nous, les rageux, on a quand même des qualités, hein. C'est que du On coup, était dessus. ouais, ça me motive. Et du coup, moi, à chaque fois, ça me motive à aller dans l'autre sens. Dire, ah, d'accord, ah, je vais pas y arriver. Ok, vas-y, pas de souci, tu vois. Dans le stand-up, Bah, quand je me suis lancé, on me disait, mais toi, pas toi, ça marchera jamais, mais n'importe quoi. Je dis, vas-y, pas de souci. Ou, je m'en rappellerai toute ma vie quand je passais le permis. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et j'avoue, j'allais au code, mais j'y allais un peu à l'arrache, je m'en battais un peu les couilles et tout. Et un jour, je demande, on avait le directeur de l'agence, c'était super marrant, il faisait beaucoup de blagues et tout. Et il appelait tout le monde Callaghan. Il dit, hey, Callaghan, comment ça va, Callaghan? Et toi, Callaghan? Ça va, tout le monde était Callaghan. Et à un ok. moment, je lui dis, bah, je pourrais avoir une date, moi aussi, ça fait longtemps que je viens et tout, je peux passer l'examen. Il me dit, toi, Callaghan? Fais-moi rire. Et là, je l'ai regardé, je suis, ah ouais, ok, vas-y, bah, on se voit dans 2 semaines et tu me donneras une date. Et après, 2 semaines après, il m'a donné une date et je l'ai eu. Mais moi, c'est vraiment ça. Et c'est marrant que ça m'a vraiment marqué cette phrase. Et j'ai plein de Mm. souvenirs comme ça de gens qui me disent, toi, mais toi, laisse tomber, toi, c'est mort. Ah, ok, moi, c'est mort. Ok. Et ouais. Bah, moi, ça m'est arrivé souvent aussi, bah, notamment au niveau du truc physique. Sauf ma maman, elle m'a toujours dit, tu trouveras un jour un truc qui plaît. Elle m'a toujours encouragée. Ma mère est beaucoup dans l'encouragement. Et c'est vrai qu'il y a des gens, bah, avec le recul, je leur en veux pas parce que c'est soit une image que j'ai montrée à eux sans le vouloir et que j'ai perpétuée plus ou moins C'est moi-même. vrai qu'on est Mais un au peu final, responsable. et j'ai l'impression que des fois aussi, les gens, c'est leur propre miroir. Genre, moi, quand je suis venue à Paris, j'ai mon papa qui est T'as du Sud. totalement raison. T'as Il m'a dit, totalement raison. tu y arriveras jamais. Il m'a dit, habite à Paris, tu y arriveras Parce que jamais. eux, ils y arrivent pas en fait. Parce que eux, ils ont pas le courage. Donc ils transmettent un Bah, peu leur peur et leur manque de courage sur c'est les ça. autres. En fait, c'est un mélange de, C'est de la jalousie au final. projettent leur peur, leur jalousie ou leur machin, mais aussi leur envie de protection. Parce qu'ils préfèrent se dire, bon, bah, il vaut mieux que je lui dise la vérité tout de suite, que je la protège contre ce qui pourrait lui arriver ou des trucs comme ça. Et au final, tu vois, par exemple, je donne l'exemple de mon papa. Mon papa, il est dans le sud, il a son petit travail tranquille et ça lui va très bien. Quand je lui ai dit, bah, papa, je vais changer de métier, je vais tout plaquer, je vais faire ma boîte d'animation, il m'a dit, mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire, enfin? Hmm. Bah, reste tranquille. Ouais. Le petit resto où t'es, c'est bien. Pourquoi tu restes pas tranquille? Tu te trouves une petite maison tranquille. Enfin, voilà, pas de part de Paris, tu vois, des trucs comme ça. Bon, après, ça, c'est les Marseillais. Paris, c'est horrible pour eux. Et, euh, et du coup, il y a ce mélange-là et il faut pas en vouloir à ces gens-là parce que, comme je dis, c'est un peu un miroir aussi. C'est une forme de protection et en même temps, bah, ils reflètent leur propre réalité. C'est pas ta réalité. Bah ouais, mais ils nous projettent leur peur, tu vois. Moi, ma famille, c'est que C'est ça. ça. C'est que ce que tu as décrit. C'est que des gens qui ont Mm. peur et qui te projettent. Fais pas ça. Fais pas ça, tu vas pas y arriver. Mm. Fais pas ça, nana. Fais pas ça. Ma mère, tous les conseils qu'elle m'a donnés, à chaque fois, j'ai toujours fait l'inverse. Ça m'a toujours réussi. Je te jure, tous les conseils qu'elle me donne. Parce qu'en fait, elle a peur de tout. Elle prend aucun risque dans sa vie. Mm. Et du coup, elle projette ça. Et en fait, j'étais à La Réunion il n'y a pas longtemps et ma grand-mère, elle est pareille. J'ai fait, ah, on voit d'ailleurs dans le vlog que j'ai fait, qui est sur Ouais. YouTube. À un moment donné, je lui dis, ah, c'est pour ça, maman, elle est comme ça. Toi aussi, t'es comme ça. Tu as peur et tu transmets tes peurs. Et elle me dit, non, mamie, elle a des précautions. Elle prend des précautions. Mamie, elle a peur. Et Et puis, d'un certain côté, ils veulent te protéger, en fait. ben Ils ouais. veulent pas qu'il t'arrive des mauvaises choses, mais en même temps, il faut bien faire son expérience pour qu'il t'arrive des choses, tu vois. Bah, des fois, tu vas te casser la gueule et des fois, ça va trop bien marcher, quoi. Tu prends, comme j'ai une de mes devises aussi, c'est si on se plante jamais, on pourra jamais pousser. Hmm. C'est la base, quoi. Et du coup, bah, au niveau du sport, bah, depuis 6 mois, je découvre plein de choses sur moi. J'ai découvert que j'adore nager, Ouais. alors que d'habitude, je vais nager genre 20 minutes, là, avec la Guadeloupe, avec les poissons et tout, je pouvais rester 2 heures dans l'eau, il n'y a pas de problème. J'ai escaladé le volcan. C'était une balade de santé. Yes. Bon, par contre, après, on a fait les chutes. Pour ceux qui connaissent les chutes du Carbet en Guadeloupe, là, je vais pas mentir, c'était hardcore, mais c'était de l'escalade, hein. C'était 1 heure et demie il fallait une corde pour monter sur un rocher plus gros que moi et c'était monter vraiment. Mais à côté, le volcan, c'était tranquille. Et je découvre surtout que Ok. j'apprécie parce que, comme j'ai dit, ça fait 5 6 ans que je fais du sport. Déjà, c'est un peu tardif de commencer le sport à 20 ans, 25 ans. Mais je me l'endurais, c'est-à-dire je disais je le fais parce qu'il faut commencer à penser à sa santé. Là, je kiffe me promener, faire tel effort de sport.
je commence à prendre du Tu le plaisir en fais fait pour dans le le sport et plaisir. c'est Tu le tellement fais plus nouveau. par nécessité comme avant, quoi. Ouais, et surtout, je découvre que non, en fait, le sport, c'est fait pour moi. C'est juste que j'avais pas trouvé la bonne méthode, le bon truc de fonctionner, tu vois. Ok. C'est ça, être un adulte. Qu'est-ce qu'on a? On passe aux petits détails relous. Je t'avais demandé s'il y a un petit truc qui t'avait énervé un peu en ce moment, un truc qui te rend ouf. Et j'ai pas capté, tu m'as mis, j'ai regardé Obi-Wan Kenobi. Je crois que t'as répondu à mes questions à l'arrache. Je crois que t'étais bourré. J'ai Non, en regardé fait, Obi-Wan Kenobi. ça m'a énervé parce que c'est nul. Ah d'accord, la série elle est claquée? J'ai pas aimé, désolée, les fans, mais non, T'es une j'ai pas fan? du Est-ce tout que aimé. t'es un peu une geek de Star Wars et tout? Alors, j'aime bien. Je dirais pas que c'est pas la licence dont je suis méga fan. Moi, c'est plus Harry Potter. Mais non, c'était pas bien. C'était pas bien. Désolée, mais c'était un peu. Après, j'ai mis ça parce que à la base, je voulais mettre, il n'y a rien eu dans ma semaine, tout s'est bien passé. C'était plutôt cool. Hmm, Parce que j'ai l'impression que j'efface un peu les petits tracas parce que pour moi, c'est pas grand chose. d'accord. Il y a juste Obi-Wan J'ai Kenobi, vu. ça t'a juste saoulé, quoi, qui Ouais, ça m'a déglingue la licence. saoulé. Moi, Voilà, mais en vrai, tout va bien. Et j'ai un toi? détail relou. Mhm. Je sais même pas, je crois que c'est un toc. Ça me fait péter un câble. En fait, j'arrive pas à savoir si en basket, je fais du 42 ou du 42,5. Et ça me fait péter un câble. Et je perds des fortunes là-dedans. C'est-à-dire que je commande une paire de baskets. C'est du 42, je suis beaucoup trop serré. Du coup, je la renvoie. Donc, je dois repayer une autre pour commander 42,5. Et je la reçois et je dis, ah, en fait, c'est un poil trop grand. En fait, c'est 42 Et qu'il me fallait. mais quelle marque? Parce qu'il y a il y a des marques qui font pas les ennemis. Non, en 42, généralement, quasiment partout, tu les as. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien que mon pied touche pile le fond de la basket. J'aime pas qu'il y ait ce petit espace de vide entre le pied et le bout. Ça me stresse, ce petit vide-là. Donc, je préfère être trop serré que avoir ce petit espace. Et je passe ma vie à commander une basket, à recommander. Non, en fait, finalement, je veux l'autre, etc. Et tu vas me dire, mais pourquoi tu vas pas en boutique? Comme ça, au moins, tu peux Voilà. tester. Mais parce que comme je suis un fou de basket, il y a plein de modèles que tu trouves pas en boutique. Les vrais beaux trucs, c'est pas à Foot Locker, tu vois. Quand par Ouais. exemple ils sortent des Yeezy par exemple chez Adidas, bah t'as pas ça en magasin, donc tu dois commander une paire qui est déjà rare de base. Et en fait, c'est pas le bon truc, tu renvoies. Ouais, enfin, laisse tomber, une galère. T'es un sneaker addict, en fait. Je suis totalement un sneaker addict. Ah ouais, J'en ai ça, plein. c'est un monde qui me fascine, mais enfin, je dirais, c'est pas que je suis pas sensible, mais moi, c'est très dur de trouver des chaussures. Et j'étais à Foot Locker ce matin, justement, d'ailleurs. Et effectivement, il n'y a pas de choix, c'était pourri. Et moi, mon problème avec les chaussures, c'est que j'ai des grands pieds pour une femme Tu fais du combien? et du 41. Alors, je suis à la Ah, limite je trouve pas de chaussures parce que je pense je connais des femmes qui font du 42, 43 et elles, c'est une galère, elles trouvent jamais. des meufs qui font du Et, 42-43, waouh. et c'est chiant parce que bah, déjà, quand je vais dans une boutique, je regarde d'abord les pointures avant de trouver une chaussure qui me plaît. Parce que je sais que la chaussure qui me plaît d'avance, elle ira pas à ma pointure. Et c'est chiant parce que là, je suis allée à Foot Locker, tout gentil et tout. Déjà, on m'a dit, faut aller chez les hommes. Alors que là, je suis allée chez les hommes, j'étais OK. Et après, ils me disent, non, mais là, même là, il n'y a pas votre pointure. Je fais, pardon, mais je suis chez les hommes, là, quand même. Et ils m'ont dit, non, mais il y a un étage en dessous, c'est les femmes au grand pied. Je viens de raccrocher à Manureva sans faire exprès parce que j'ai eu un double appel. Histoire de ma vie. Désolé, on la rappelle tout de suite. Allô? Oui, tu m'entends? Ouais, je t'ai raccroché, j'ai eu un double appel sans faire exprès, je suis désolé. Aïe, que Si je- passo? Est-ce que si je mets le mode avion, est-ce que Que ça va... passo, del passo? T'as pété un câble, toi, ça y est. Le podcast, il est parti en couille. Et j'aime beaucoup cette expression. Je te jure, je vais la reprendre. Mais de toute façon, tous les génériques de pub, et je me dis, si un jour les extraterrestres, ils trouvent des humains, ils ouvrent notre cerveau, il n'y aura que des génériques de pub et des jingles, ce sera l'horreur. Que paso, el del paso? Je te jure que je la garde. Hola, que paso, el del paso? Chez Sinon, Tati Tatou, chez Tati Tatou. j'avais aussi Smandou Lindou, que j'aime beaucoup, comme What? expression. Tu connais pas cela? Faut dire à un gars Non. doucement. Ouais, Smandou Lindou. Ok, je connaissais pas du tout. Elle est pas mal. Que paso, el del paso? Donc Surtout voilà. que Bon... Oui. je disais, je trouve que la photo de Manu Revo, elle ressemble un peu à un hindou. Donc, du coup, ça me fait encore plus rire. C'est quoi la photo de Manu Revo? Mais c'est une photo de moi où j'ai un filtre où je suis un homme et ça me fait beaucoup rire. Ah, Et bah, mes amis, ça leur fait beaucoup rire mais aussi. tu m'en parles comme si que les gens ils la Désolée, connaissaient. désolée. Les gens ils connaissent pas ça. En gros, oui, elle a mis un filtre J'ai d'elle un alter ego. en homme
Elle a mis un filtre homme et du coup, elle a une tête d'elle en homme et elle aime beaucoup et elle se fait appeler Manu Revo. Voilà, je vous donne l'info pour Et vous ça les... va loin, parce que j'ai un groupe. J'ai pas énormément d'amis, comme j'ai dit, mais j'ai quelques amis chers à mon cœur. Et on a un groupe WhatsApp. On est tous en hommes. Voilà. Écoute, c'est une pratique, ça se respecte. Ça nous fait beaucoup rire. Vous avez des soirées sympas. Ma soirée chimelle. Et on se finit avec la recommandation du héros. Je t'avais demandé si tu avais des conseils pour les gens qui nous écoutent. Oui. Un livre à lire, une série à regarder, quelque chose. Et tu m'as conseillé Nous les dieux de Weber. Je connais pas du tout, moi je lis pas. Tu peux m'expliquer un petit peu? Est-ce que tu connais Weber ou pas du tout? Parce que je sais qu'il y a des gens qui le détestent. Bernard Non, Weber? pas du tout. Mm. Un gars chauve? Oui, effectivement, je crois qu'il est un peu de calice. Je crois que je n'ai pas lu ses livres, mais j'ai déjà été chez lui. Mais il me connaît Ah pas. ouais? Ouais, parce qu'il est sorti avec une fille que je connais. Et Ouais. d'après ce que j'ai compris, il est assez riche. Et à un moment donné, il lui a lâché sa maison, elle a fait une soirée dedans et elle m'a invité. Ah ouais. On peut dire qu'il a percé, oui. On peut dire qu'il a percé. Il avait une Ah oui, maison, on peut dire qu'il a une percé. énorme maison à Montmartre. Ah, Et stylé. donc voilà, pour les gens qui aiment les ragots, qui nous écoutent. Mais t'as passé une soirée avec lui, du coup? Non, il était même pas là, je Non. crois. Ok. Il était même pas là, il s'en bat les couilles. Mais donc, raconte-moi Ok. un peu le livre Nous les dieux, c'est quoi? Alors, Nous les dieux, en fait, donc c'est une série de livres qu'il a écrit où ça parle plein de sujets. Et l'arc des dieux, parce qu'il y a plusieurs arcs, l'arc des dieux, en fait, c'est de se poser la question. Donc, on voit toujours les dieux de notre point de vue d'humain. Genre, j'ai eu une manifestation, les prophètes, les machins, les messages de Dieu. Et il s'est dit, moi, j'ai envie de changer de point de vue. Si j'étais à la place d'un Dieu, comment Dieu verrait des hommes? Et en gros, il s'est dit, si moi j'étais un Dieu, comment je ferais avec l'humanité, quoi? Comment j'essaierais de les guider? Est-ce que je serais bienveillant? Est-ce que je serais dur? Comment on élève des enfants, quoi? Et en gros, il imagine une école, une formation, en gros, de Dieu, où tu as plein d'élèves dieux, et ils doivent apprendre à devenir des dieux. Ah, c'est un délire. Alors, Weber, c'est un très gros délire. Et Mais c'est ça bien? soulève plein de questions. Ben, moi, j'adore, mais il n'y a pas tout le monde qui aime. Mais ce que j'aimais, c'est que ça soulève plein de questions. Par exemple, dans le livre, il y a le héros, il est plutôt dans la bienveillance et l'amour et ce genre de choses. Mais il y en a d'autres, ils sont genre hyper durs avec leur peuple. Après, ils disent, bah, de toute façon, des humains, ils nous écoutent pas, on leur envoie des signes, ils voient rien, enfin, ils comprennent rien, ils sont cons et tout. Enfin, c'est assez poussé. Et il y a plein d'épreuves. En fait, ils ont chaque jour une épreuve. En fait, je dirais qu'ils sont à l'université et Ouais, ils ont des profs. c'est des dieux en apprentissage, quoi. Voilà. Et en fait, c'est marrant parce qu'en gros, il y a un monde sous une cloche en verre. Et eux, ils ont des petites loupes et ils s'occupent chacun d'un petit peuple sur la Terre. Et en gros, ben, le peuple, la personne qui développe le meilleur peuple a réussi son examen, quoi. C'est un gros délire. Mais j'aime Franchement, beaucoup. non, ça a l'air mortel. Mais je pense que de toute façon, il a que des succès avec ses livres, donc je pense que c'est forcément bien. Je suis sûr que ça va être adapté sur Netflix dans 2-3 ans, obligé. Alors, je sais pas s'il a été adapté en film, Non, mais je pense plus tard. Je disais plus tard. ça fait déjà longtemps hein, parce qu'il veut. Stephen King, il a adapté tout le temps, presque tous ses livres sont adaptés. Bernard Weber, j'ai pas souvenir qu'il y ait un seul de ses livres qui était adapté. Alors peut-être je me trompe, je sais pas du tout, En mais tout cas, il faudrait. le pitch avait l'air cool de ce que tu m'as décrit. C'est super cool. Moi, en conseil, les amis, j'ai fini Viking. C'est aussi sur les dieux, mais c'est un autre délire. Viking, voilà, donc c'est beaucoup de violence. C'est des gens bien, en fait, les Vikings. Bon, après, ils ont leur petit caractère, tu vois. Ils veulent toujours envahir l'Angleterre à chaque fois. Ils ont un délire avec les Anglais. Mais ouais, bah écoute, c'est moins fin que Bernard Weber, mais ça fait du bien aussi. Je sais pas, t'as regardé un peu la série? Allô? Mon amoureux, il a regardé. Oui, j'ai dit mon amoureux, il regarde Viking, mais moi, j'ai pas regardé. Je suis plus SF. D'accord. Et est-ce que tu as regardé, ils ont remis le film Drive sur Netflix avec Ryan Gosling. Je l'avais pas vu depuis super Il est longtemps. trop bien ce film. Il est vraiment bien. Génial. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Et j'ai eu la chance de le voir au cinéma quand il était sorti et j'avais kiffé. J'avoue, au cinéma, ça doit être quelque chose. Parce qu'il est très esthétique, ça parle pas beaucoup, il y a une super bande-son. Ouais, faut que je le re-regarde. Et il est charismatique, hein, ce petit blondinet là, ce petit Ryan Gosling avec son petit visage d'ange là, quand il fracasse des gueules et tout. Il y a cette scène de ouf
À un moment donné, il Dans l'embrasse. l'ascenseur. Exactement, j'allais te le dire. Il embrasse Oh la fille là dans là, l'ascenseur, cette scène. il lui fait un putain de baiser d'amoureux, et après, il fracasse un gars. Et elle est choquée, en fait. Elle dit, je peux pas être avec un mec qui, même s'il est mignon, il tue des gens quand même. C'est ça. Et le pire, tu vois les portes se refermer et lui, il est d'un côté, la fille est de l'autre, et tu sais que il perd la fille. Les portes se referment sur la meuf et c'est fini. Tu sais qu'il pourra jamais la récupérer après ça, en fait. Bravo, il est trop beau ce film. Ouais, il est génial. Et on termine ce podcast avec le mot du héros. Est-ce que tu as un proverbe, un dicton, une phrase à partager aux gens qui nous écoutent? Et tu m'as dit cette phrase très belle. On peut changer n'importe quelle situation avec de la patience et des gestes d'amour. Waouh! C'est de Manu Révaux? C'est de toi? Oui. Pas mal. Je m'en suis rendu compte quand je me suis convertie. Et au début, j'ai eu beaucoup de conflits avec ma maman qui ne comprenait pas. Et elle me balançait des trucs du genre tu vas vers une religion qui assouvit les femmes. Voilà, c'est ça que tu veux devenir, une femme soumise. La violence. Ça réduit les femmes. Enfin, elle avait une image de l'islam qui n'est pas du tout pour moi, enfin, là, en tout cas, pas du tout pour moi ce qu'est la réalité, même si je pense qu'il y a des travers. Et en fait, un jour, je me suis dit, OK, comme je te dis, j'avais ce comportement d'ado, tu peux pas me comprendre, donc j'avais plus de dialogue avec elle. Et un jour, je me suis dit, en fait, je veux pas perdre ma maman ou la relation que j'ai avec ma maman. Et du coup, tous les jours, je lui disais soit une petite parole gentille, soit je lui proposais de faire quelque chose avec moi pour qu'elle me comprenne mieux. Du style, là, je vais à la mosquée, il y a un genre de goûter, il y avait un truc devant où on pouvait ramener des vêtements pour donner, est-ce que tu veux m'accompagner? Alors au début, elle me disait non tout le temps. Ou alors je disais, tiens, tu fais ça, est-ce que je peux t'aider et passer un petit moment avec toi? Et tous les jours, chaque jour. Et petit à petit, on a rétabli un petit peu un dialogue. Et à force, elle me disait, par exemple, je disais, elle avait elle a du mal avec la religion, c'est pas son truc, ma mère, après, je comprends, il n'y a pas de souci, tu vois. Je pense que je l'ai un peu saoulée aussi. Et à force, je lui disais, tu veux m'accompagner pour rencontrer des amis qui sont là-bas? Elle me disait non, elle me disait non, elle me disait non. Et puis, à un moment, c'est devenu peut-être. Et après, OK, je veux bien. Et après, on en discutait et elle se mettait à la place de mon point de vue. Elle me disait, mais toi, qu'est-ce que tu trouves là-dedans et tout? J'ai dit, tu vois, ma mère, elle est un peu yoga, méditation, bien-être. J'ai dit, tu vois, quand je fais une prière, moi, c'est un peu comme si toi, tu te fais 15 minutes de méditation le matin, ça me fait du bien. Ah ouais, je comprends et tout, machin. Et en fait, je me suis dit, OK, cette situation, elle peut s'appliquer à tout. Quand tu tiens à quelqu'un, en tout cas, et que tu veux réparer peut-être une bêtise que tu as fait, parce que j'ai eu mes torts dans cette histoire, et j'en avais conscience. Et des fois, tu as honte ou tu as peur d'assumer et tu restes dans le conflit inutilement. Et je pense que ça peut s'appliquer à toutes les situations avec tous les gens à qui tu tiens, en fait. Waouh! Franchement, Un petit geste, je crois que c'est la plus belle chose que tu as dit dans ce podcast. Et c'est une trop belle manière de terminer cet épisode. Franchement, c'était une très belle leçon d'amour et de patience que j'appliquerai jamais parce que je suis un rageux. J'ai un rageux, j'ai pas de patience. Mais je suis admiratif des gens qui y arrivent et ton histoire était trop belle. Du coup, merci beaucoup Manureva pour ce podcast. Merci d'avoir été mon héros de la semaine. Non, c'est toi mon héros. Non, c'est trop mignon. Tu m'auras avec beaucoup d'amour et de la patience. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci aussi à mon matériel de ne pas m'avoir lâché après cette coupure en plein milieu. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, même si je ne suis pas très régulier, mais je kiffe toujours échanger avec des gens comme ça, taper des barres et tout. Donc merci beaucoup Manureva. Merci à tous les gens qui nous suivent, qui nous écoutent sur Spotify, sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce qu'après je réponds aux commentaires dans l'épisode d'après 6 ans plus tard. Et voilà, s'il y en a qui veulent participer à ce podcast, je le dis, donc vous m'envoyez une petite vidéo sur Insta où vous vous présentez, vous montrez un peu votre parcours, que vous n'êtes pas totalement fou et que vous avez un peu d'humour. Et ça peut être cool, comme ça je vous note sur ma liste et je vous propose, même si c'est longtemps après. Et voilà, c'était un vrai plaisir de partager ce moment. C'était le podcast dont tu es le héros. Si vous n'avez pas aimé, venez l'améliorer. Passez une bonne semaine, une bonne journée. Merci Manu Révaux, je te fais un gros bisou. Et merci tout le monde. À toutes. Ciao.